Une pauvre petite fille tient un chiffon et demande au milliardaire, « Pourriez-vous m'embaucher? J'ai besoin d'un travail pour acheter du lait pour mon frère. » Sa réponse a changé sa vie? Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Les vents hurlaient comme des bêtes sauvages cette nuit-là. La pluie s'abattait contre les fenêtres du manoir Callaway, perché sur une colline surplombant la ville. Pendant que la tempête transformait les rues en rivières et forçait tout le monde à se mettre à l'abri, Henry Callaway passait en revue des contrats dans son bureau privé, inconscient du chaos de la nature à l'extérieur. À 52 ans, Henry avait bâti un empire. Son nom était synonyme de pouvoir, respecté dans les milieux financiers à travers le pays. Son visage anguleux, toujours marqué d'une expression sérieuse, se déridait rarement en un sourire. En réalité, peu de gens se souvenaient de la dernière fois qu'ils l'avaient vu manifester une émotion autre que la froideur calculée ou une irritation contenue. « Monsieur, encore un peu de café ?» demanda Wilson, son majordome depuis plus de 20 ans et peut-être la seule personne à connaître au moins quelques-unes des facettes de cet homme impénétrable. « Oui. » Anne a vérifié que toutes les fenêtres sont bien fermées? Cette tempête n'a pas l'air de vouloir se calmer de sitôt. Wilson acquiesça et partit en silence, comme il le faisait toujours. Henry reporta son attention sur les chiffres à l'écran, ajustant les lunettes de lecture qu'il n'utilisait que pour le travail de prêt. L'horloge à pendule accrochée au mur indiquait 22h47. Les soirs comme celui-ci, il préférait travailler tard. Le silence du manoir vide correspondait à la solitude qu'il avait choisie pour compagne au fil des ans. C'est alors qu'un son doux, presque imperceptible, parvint à ses oreilles. D'abord, il pensa qu'il s'agissait simplement de la tempête, mais bientôt il reconnut de faibles coups à la porte d'entrée. Timide, faible, comme si la personne qui frappait ne voulait pas vraiment être entendue. Henry fronça les sourcils. Qui donc se présenterait à sa porte par une nuit pareille? Son téléphone n'avait pas sonné pour annoncer une visite et il n'attendait personne. Wilson s'en chargera, pensa-t-il en retournant à ses documents. Mais sa concentration était rompue. Pour une raison inconnue, ses coups timides le dérangeaient plus que le tonnerre qui venait de secouer les murs. Il se leva et traversa le grand hall, ses pas étouffés par le tapis persan acquis lors de l'un de ses voyages en Asie. En arrivant en haut de l'escalier menant au vestibule, il vit Wilson ouvrir la porte. Un courant d'air s'engouffra, apportant avec lui l'odeur de la pluie et un froid mordant, et c'est alors qu'Henry l'aperçut. Une petite fille d'accent grave peine 8 ans, trempée jusqu'aux os. Ses cheveux, probablement bruns une fois secs, semblaient presque noirs, plaqués sur son visage pâle. Dans ses petites mains rougies par le froid, elle serrait un vieux chiffon usé, et à côté d'elle, presque dissimulé derrière ses jambes, un bébé emmitouflé dans des haillons grelottait sans arrêt. « Pourriez-vous m'engager » La voix de la fillette était claire malgré ses lèvres bleuies. « J'ai besoin d'un travail pour pouvoir acheter du lait à mon frère. » Wilson leva les yeux, cherchant l'approbation de son employeur. Henry descendit lentement les marches, gardant son regard fixé sur la frêle créature qui osait troubler sa nuit. « Le travail n'est pas un jeu, petite fille, dit-il, prenant le ton qu'il réservait d'ordinaire pour écarter les mauvaises idées lors de réunions d'affaires. La fillette ne recula pas. Au contraire, elle redressa légèrement le menton, faisant preuve d'une dignité déconcertante pour quelqu'un d'aussi petit et vulnérable. C'est alors que cela arriva. Leurs regards se croisèrent et quelque chose au fond des yeux bruns de l'enfant transperça l'armure qu'Henry avait bâtie autour de lui. Un flash de mémoire l'envahit, une autre paire d'yeux, identique à ceux-ci, se fermant à jamais dans un lit d'hôpital. Sarah, sa petite sœur. La ressemblance était troublante. Le même regard déterminé, la même bravoure silencieuse face à l'inéluctable. Sarah avait exactement le même âge lorsqu'elle était morte, emportée par une maladie que toute la fortune de sa famille n'avait pu guérir. Henry sentit ses mains trembler légèrement. Il les serra pour refouler le souvenir qu'il avait enfoui depuis si longtemps. « Monsieur ?» La voix de Wilson le ramena au présent. Henry réalisa qu'il se tenait au milieu de l'escalier, fixant la fillette sans mot dire. « Monsieur Callaway n'embauche pas pour le moment », commença à expliquer Wilson, avec cette bienveillance que son employeur ne montrait jamais. Henry descendit les dernières marches. La fillette le regardait avec un mélange d'espoir et de résignation. Il remarqua alors qu'elle n'était pas seulement mouillée, elle était affamée. Ses joues creuses et son corps frêle racontaient une histoire que sa fierté tentait de dissimuler. « Comment t'appelles-tu » demanda Henry, surpris de lui-même. « Émilie » répondit-elle. « Et voici Noah, mon frère. » Le bébé toussa, un son faible et humide qui fit resserrer encore plus les haillons autour de lui.
Henri refoula la pensée qui l'envahissait, par réflexe, porta la main à sa poche pour y prendre de l'argent. C'était ainsi qu'il réglait toujours les problèmes, avec de l'argent. Quelques billets et sa conscience seraient tranquilles. Il pourrait reprendre ses contrats et ses chiffres. Mais Émilie secoua la tête lorsqu'elle vit ce qu'il s'apprêtait à faire. « Je ne veux pas de charité, dit-elle avec une fermeté surprenante. Je veux travailler. » Ces mots résonnèrent dans le vestibule, trouvant un écho profond dans l'esprit d'Henri. Le refus de l'argent, chose qui n'arrivait presque jamais dans sa vie, le laissa momentanément sans voix. « Travailler ? Et qu'est-ce que tu sais faire ?» La question fut plus douce qu'il ne l'aurait cru. « Je peux récurer le sol, » répondit Émilie en levant le vieux chiffon qu'elle tenait. « Je peux laver la vaisselle, faire les lits. J'apprends vite, n'importe quoi. » Henri sentit un nœud se former dans sa gorge. Il voyait Sarah en elle. Sarah qui n'avait jamais eu la chance de grandir, qui aimait planter des fleurs dans le jardin du manoir où ils avaient grandi, qui disait qu'elle deviendrait médecin pour soigner des gens comme elle. Pourquoi cet enfant inconnu l'affectait-elle autant ? Il avait appris à ignorer la misère dans la rue, à tourner le regard loin des mendiants, à déléguer la charité à ses assistants par le biais de dons anonymes. C'était plus facile de gérer la misère humaine quand elle se réduisait à des statistiques, sans visage. Surtout pas un visage qui ressemblait tant à celui de Sarah. Son esprit rationnel commença à énumérer toutes les raisons pour lesquelles il devrait demander à Wilson de donner un peu d'argent à la fillette et de refermer la porte. Des questions de sécurité, de responsabilité légale, de contraintes, de son temps précieux. Après tout, que ferait-il de 2 enfants ? Son manoir n'était pas un endroit pour des gamins. Il jeta un coup d'œil autour de lui. Le chef de la sécurité était apparu discrètement dans le hall, aux aguets devant la situation inhabituelle. La gouvernante passait la tête par la porte de la cuisine. Tous s'attendaient à ce qu'il fasse l'évidence, renvoyer la fillette avec une générosité superficielle. Mais quelque chose en lui, quelque chose qui n'avait pas vibré depuis longtemps, l'en empêcha. « Entrez, dit-il, surprenant tout le monde, y compris lui-même. » Émilie hésita, comme si elle ne croyait pas ce qu'elle venait d'entendre. « Allez, entrez avant que vous ne preniez tous les deux une pneumonie, » insista Henri, d'un ton un peu brusque, masquant sa propre confusion quant à sa décision. Wilson s'empressa d'aller chercher des serviettes dans un placard proche tandis qu'Henri faisait signe aux enfants d'entrer. Émilie avança prudemment, laissant de petites mares d'eau sur le sol immaculé en marbre. La chaleur du manoir les enveloppa aussitôt, un contraste saisissant avec le froid cinglant de la tempête. Henri regarda Émilie observer les environs, les yeux écarquillés devant le luxe, les lustres en cristal, les œuvres d'art accrochées au mur, le mobilier ancien et précieux. Tout cela devait ressembler à un conte de fées pour une enfant qui n'avait connu que la rudesse. « Madame Parker va s'occuper de vous », déclara Henri en faisant signe à la gouvernante. « Donnez-leur un bain chaud, des vêtements secs et à manger. Ils ont besoin de manger. » Madame Parker, une femme d'âge moyen à l'expression sévère mais au regard bienveillant, acquiesça et tendit la main à Émilie. La fillette toutefois ne la prit pas tout de suite. « Vous allez vraiment me donner un travail ?» demanda-t-elle en serrant son frère encore plus fort. Henri sentit tous les regards se poser sur lui. Son instinct de préservation lui hurlait de faire marche arrière, de poser des limites claires, de ne pas s'impliquer. Mais une autre partie de lui, qu'il croyait morte depuis longtemps, le poussait dans une direction contraire. « On verra ça plus tard », répondit-il, éludant toute promesse formelle. « Pour l'instant, vous avez besoin de vous réchauffer et de manger. » Émilie hocha la tête et finit par prendre la main de Madame Parker. Alors qu'elle montait à l'étage, Henri remarqua qu'elle ne lâchait pas son vieux chiffon. Cette pièce de tissu usé semblait être davantage qu'un outil de nettoyage, peut-être un symbole de sa détermination, de sa dignité. « Monsieur, si je peux me permettre », commença Wilson, visiblement soucieux de la tournure inattendue des événements. « Pas maintenant, Wilson », coupa Henri en regardant toujours l'escalier où les enfants avaient disparu. « Préparez un repas chaud, quelque chose de simple. Je doute que des estomacs vides supportent quoi que ce soit de trop élaboré. » Wilson acquiesça et s'éloigna, laissant Henri seul avec ses pensées. Il s'approcha de la fenêtre la plus proche et observa la tempête qui faisait toujours rage dehors. Quelque part dans cette même ville, il y avait l'endroit d'où venaient ses enfants. Quelque part de si terrible qu'une petite fille osait affronter la pluie, un bébé dans les bras, non pas pour chercher un abri, mais pour chercher un travail. 1 heure plus tard, Henri était de retour dans son bureau, essayant en vain de se remettre à ses occupations. Son esprit retournait sans cesse aux enfants. Madame Parker lui avait dit qu'ils avaient déjà pris un bain, mis des vêtements secs qu'on avait trouvés et mangé une soupe légère.
Le bébé, disait-elle, était au chaud, mais semblait faible et peut-être malade. Un léger coup à la porte interrompit ses pensées. Entrez, dit-il, s'attendant à voir Wilson avec un rapport. Mais c'était Emily qui apparut, portant un pyjama manifestement trop grand, sans doute emprunté à un membre du personnel. Ses cheveux, désormais propres, étaient effectivement bruns et retombaient en boucles légères sur ses épaules. « Puis-je vous parler ?» demanda-t-elle avec une assurance qui tranchait avec sa situation vulnérable. Henry lui fit signe de s'asseoir sur la chaise face à son bureau. Emily s'installa, ses pieds ne touchant presque pas le sol. « Merci pour la nourriture et les vêtements », commença-t-elle. « Noah dort déjà. Il est toujours très fatigué après avoir mangé. »« D'où venez-vous tous les deux, Emily ?» demanda directement Henry. La fillette baissa les yeux un instant, comme si elle cherchait ses mots. « Nos parents sont morts il y a 6 mois, expliqua-t-elle. Un accident de voiture. Une assistante sociale nous a placés dans un foyer, mais c'était affreux. Les plus grands frappaient Noah et nous prenaient notre nourriture. » Henry ressentit une colère inexplicable à cette pensée. « Alors, on s'est enfui, » continua Emily. « J'ai trouvé un sous-sol vide dans un immeuble abandonné. Un homme qui vend des journaux au coin de la rue me laissait rester là parfois, surtout quand il pleuvait beaucoup. C'est lui qui m'a dit que je pourrais peut-être trouver du travail dans les grandes maisons sur la colline. » Elle parlait comme une adulte miniature, obligée de grandir trop vite par les circonstances. Henry réalisa qu'elle avait dû mûrir très rapidement ces dernières semaines. « Et pour nourrir le bébé, comment as-tu fait jusqu'ici » Emily se mordit la lèvre. « Parfois, je gagnais quelques dollars en balayant le trottoir devant la boulangerie. D'autres fois, elle hésita. D'autres fois, je prenais juste ce dont j'avais besoin dans les bennes à ordures derrière les supermarchés. » Le cœur d'Henry se serra. L'image de cet enfant fouillant les poubelles pour nourrir son frère était presque insupportable. « Pourquoi n'as-tu pas demandé de l'aide ? Il y a des services sociaux en ville. » « Ils nous auraient séparés, répliqua aussitôt Emily. « J'ai entendu les assistantes sociales en parler. Noah est tout petit. Les bébés se font adopter plus facilement. J'ai promis à nos parents que je prendrais soin de lui. » La détermination de sa voix toucha profondément Henry. Il se souvint de sa propre promesse faite à Sarah sur son lit de mort, vivre assez pour deux, accomplir de grandes choses, une promesse qui l'avait poussé à bâtir son empire financier, mais qui avait tari sa capacité de se lier aux autres. « Et tu penses pouvoir travailler ici ?» revint-il au sujet initial. « Oui. » Emily redressa ses épaules. « Je suis forte et j'apprends vite. Dans mon ancienne école, avant que tout arrive, j'étais la première de la classe. » Il y avait dans ses yeux une lueur d'intelligence qu'Henry ne pouvait nier, la même que celle de Sarah. L'histoire d'Emily réveillait quelque chose en lui. Ce n'était pas seulement la ressemblance physique avec Sarah qui le troublait, mais la combinaison de fragilité et de force qu'elle dégageait. Petite et vulnérable, elle affichait une détermination inébranlable pour protéger son frère. Henry se rendit compte qu'il était à la croisée des chemins. Il pouvait faire ce qu'il faisait d'ordinaire, fournir une aide impersonnelle, trouver peut-être un orphelinat décent pour les enfants, faire un don généreux et passer à autre chose. Ou bien, il pouvait faire quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis des décennies, laisser quelqu'un entrer dans son monde fermé. « Vous pouvez rester ici pour l'instant, finit-il par dire, jusqu'à ce qu'on trouve une solution convenable. » Le visage d'Emily s'illumina, mais Henry leva la main pour tempérer son enthousiasme. « Cela ne veut pas dire que je t'embauche. Tu es une enfant, et tu devrais être à l'école, pas au travail. Mais tant que tu es ici, je m'attends à ce que tu respectes les règles de la maison. » Emily hocha la tête avec vigueur. « Oui, monsieur. Je vous promets que vous ne le regretterez pas. » Lorsqu'elle partit, Henry resta assis longtemps, réfléchissant à ce qu'il venait de faire. Pour la première fois depuis des années, voire des décennies, il ressentait quelque chose qui n'était ni lié à l'argent ni au pouvoir, de l'empathie, une émotion qu'il pensait avoir enterrée avec sa sœur. Dehors, la tempête commençait à s'atténuer, mais à l'intérieur d'Henry, une autre tempête prenait forme. Une tempête d'émotions oubliées depuis longtemps, éveillée par une petite fille qui avait frappé à sa porte un soir de pluie. Il ne le savait pas encore, mais cette nuit marquerait le début d'une transformation profonde de sa vie, un chemin qui le mènerait à redécouvrir des parties de lui-même qu'il croyait perdues à jamais. « La chambre bleue conviendra, » dit Henry à son majordome alors qu'il montait l'immense escalier du manoir. « Elle est spacieuse et il y a ce lit supplémentaire qu'on peut utiliser pour le bébé. » Wilson opina, notant mentalement les instructions de son employeur. « Je demanderai à Madame Parker de tout préparer immédiatement. Et pour les vêtements des enfants ? Qu'on en achète autant qu'il leur faut demain matin, » coupa Henry.
Pour ce soir, débrouillez-vous avec ce qu'on a. Et appelez le docteur Collins pour qu'il examine le bébé dès que possible. Il n'a pas l'air en forme. Le majordome hésita un instant. Monsieur, puis-je vous demander, combien de temps comptez-vous garder ces enfants ici? Henri s'immobilisa dans le couloir, le regard rivé sur un tableau accroché au mur. Il représentait la maison de campagne où il passait ses étés enfants, avec Sarah. C'était une question simple, mais il n'avait pas de réponse. Aussi longtemps que nécessaire, dit-il finalement, de façon évasive. Quelques heures plus tard, Émilie était assise, timidement, sur le rebord du grand lit à baldaquin de la chambre bleue. Ses yeux parcouraient chaque détail, le papier peint orné de nuages, le fauteuil de lecture près de la fenêtre, la moquette douce sous ses pieds et le petit berceau que le personnel avait apporté pour Noah. Tout semblait irréel. Madame Parker termina de ranger quelques vêtements dans une commode. Ceci devrait convenir pour l'instant. Demain, on vous trouvera des habits plus adaptés. Émilie toucha le tissu doux du pyjama qu'elle portait, si différent des vêtements rugueux et usés auxquels elle était habituée. « Combien de temps allons-nous rester » demanda-t-elle. La gouvernante la regarda avec gentillesse, mais sans répondre clairement. « Cela dépend de Monsieur Callaway. Mais ne t'en fais pas pour ça maintenant. Repose-toi. Ton petit frère dort à point fermé. » Effectivement, Noah dormait profondément dans le petit lit de fortune, enveloppé dans des draps propres et moelleux, le visage détendu comme Émilie ne l'avait pas vu depuis des mois. Quand la porte se referma, la laissant seule avec son frère endormi, Émilie n'alla pas se coucher tout de suite. Elle s'approcha de la fenêtre et observa la pluie, désormais plus fine. Dehors, c'était le monde hostile qu'elle connaissait, la peur constante, la faim, l'impuissance. Ici, qu'était-ce? Un abri temporaire? Un piège? Le luxe l'effrayait presque autant qu'il l'attirait. Elle avait l'impression d'être une intruse dans un univers qui n'était pas le sien, et elle savait d'expérience que les bonnes choses ne duraient jamais. « Ne t'habitue pas » se murmura-t-elle à elle-même, une habitude qu'elle avait prise ces derniers mois de solitude. Demain, tout pourrait être fini. Le lendemain matin, Henri prenait son habituel café dans son bureau lorsque Wilson vint lui faire son rapport. Le docteur Collins a examiné le petit. Il a une infection respiratoire légère, mais rien de grave. Il a prescrit des antibiotiques et conseillé des repas plus nourrissants. Quant à la fillette, elle a refusé de quitter la chambre tant qu'elle n'était pas sûre que son frère allait bien. Henri hocha la tête, écoutant sans manifester d'émotion. Elle a demandé si elle pouvait commencer à travailler immédiatement, poursuivit Wilson, légèrement amusé. Elle insiste sur le fait qu'elle veut payer votre hospitalité. Henri releva les yeux de son journal numérique. Travailler? Elle atteint à peine le bord de la table de la cuisine. Et pourtant, elle est très déterminée. Madame Parker l'a trouvée en train d'essayer de faire son lit elle-même ce matin. Elle s'en est sortie étonnamment bien pour quelqu'un de son âge. Henri reporta son attention sur ses documents, signe que la conversation était close. Mais lorsqu'il se retrouva seul, il fut incapable de se concentrer. L'image de la petite Émilie s'appliquant à faire un lit 3 fois trop grand pour elle restait gravée dans son esprit. Au cours des 3 jours suivants, Henri évita délibérément les enfants. Il s'absorba dans ses réunions, utilisa son bureau comme un sanctuaire inviolable et dîna à l'extérieur pour honorer des engagements sociaux qu'il aurait habituellement déclinés. C'était plus facile ainsi, se disait-il, en créant de la distance pour ne pas laisser ses enfants bouleverser l'ordre méthodique de sa vie. Mais cela ne signifiait pas qu'il ne les observait pas. Par le biais des caméras de sécurité du manoir, qu'il consultait discrètement sur sa tablette, il vit Émilie dans le jardin, courant comme une enfant pour la première fois. Il la vit découvrir la fontaine ornementale, passant tout un après-midi fasciné par les poissons colorés. Il remarqua qu'elle, même pendant ses moments de détente, ne perdait jamais Noah de vue. D'après Wilson et Madame Parker, Noah allait mieux, reprenait des couleurs, gagnait en énergie. Émilie avait également découvert la bibliothèque et s'émerveillait de l'immense collection de livres. Elle a dit que la bibliothèque de son ancienne école n'avait autant de livres que dans les films, avait rapporté Wilson. L'après-midi du 4e jour, cependant, l'exil auto-imposé d'Henri fut interrompu par le rire d'un enfant résonnant dans le manoir. Un rire sincère, cristallin, qui détonnait dans cet environnement austère. Poussé par la curiosité, Henri suivit ce rire jusqu'à la véranda, une pièce vitrée rarement utilisée. À travers la porte entrebâillée, il aperçut Émilie, assise par terre, en train de jouer avec Noah. Elle avait construit une sorte de fort avec des coussins, et le bébé, désormais plus éveillé et joufflu, tapait des mains et babillait joyeusement. « Et voici le dragon »
annonçait Émilie d'une voix dramatique en faisant avancer une peluche en forme de dinosaure. Quelqu'un avait dû leur acheter ces jouets. Mais le vaillant chevalier va sauver la princesse. Henri, sans être vu, la regarda inventer tout un univers fantastique pour son frère avec de simples coussins et objets décoratifs. Il y avait une simplicité dans ce jeu, un contraste frappant avec le raffinement de la pièce. Wilson apparut silencieusement à ses côtés. « Elle a cette énergie depuis qu'elle est levée », murmura-t-il. « C'est la première fois que je la vois vraiment se comporter comme une enfant depuis son arrivée. » Henri ne répondit pas immédiatement. Quelque chose dans cette scène le dérangeait autant qu'elle l'attirait. Le rire d'Émilie, si semblable à celui de Sarah, faisait remonter à la surface des souvenirs qu'il avait enfouis. Il se souvenait des jeux imaginaires qu'il partageait avec sa sœur, des mondes qu'ils inventaient avant que la maladie n'emporte tout. Ils ont besoin de vrais jouets, déclara-t-il finalement en s'éloignant de la porte. Et de vêtements à leur taille, ainsi que de livres pour enfants. Occupez-vous-en. Wilson acquiesça, dissimulant un léger sourire. J'ai déjà pris la liberté de commander quelques articles de base, monsieur. Ils arrivent aujourd'hui. Henri retourna à son bureau et tenta de se replonger dans son travail, mais l'image de ses enfants jouant restait gravée dans son esprit, comme un tableau lumineux accroché à un mur terne. Son manoir, autrefois si silencieux et ordonné, résonnait désormais de bruits nouveaux, des rires, des pleurs occasionnels, le bruit de petits pieds courant dans les couloirs. Au début, ces sons l'irritaient, troublant la paix austère qu'il cultivait depuis des années. Mais peu à peu, il se surprit à les attendre, à prêter l'oreille quand le silence reprenait, comme si, d'une certaine manière, ces bruits humanisaient ce mausolée luxueux qu'était devenu sa demeure. Une semaine s'écoula. Un après-midi particulièrement ensoleillé, Henri décida de travailler sur la terrasse, chose qu'il faisait rarement. Il consultait les rapports financiers trimestriels quand il remarqua Émilie un peu plus loin dans le jardin. Elle tenait Noah par la main, l'aidant à faire quelques pas hésitants sur la pelouse. 1, 2, 3, compte-t-elle. Tu peux y arriver, Noah. Le bébé riait, trébuchant mais toujours soutenu par sa sœur. C'était la scène la plus simple au monde, banale entre frères et sœurs, et pourtant si touchante dans ce contexte. Le jardinier, qui s'affairait près d'un parterre de fleurs, s'approcha et dit quelque chose qu'Henri ne put entendre. Émilie répondit, et tous trois s'agenouillèrent pour examiner quelque chose au sol. Le jardinier tendit alors à la fillette une petite pelle et lui montra comment creuser un trou, puis sortit de sa poche un petit sachet dont il versa des graines dans la main d'Émilie. Henri regarda, intrigué par la facilité avec laquelle la fillette semblait se faire aimer de tous. Le jardinier, un homme sérieux qui travaillait pour Henri depuis des années et ne lui parlait presque jamais, souriait maintenant largement en apprenant à Émilie comment planter des fleurs. Cette scène provoqua chez Henri un pincement dont il ne sut d'abord identifier la nature. Ce n'était pas exactement de l'envie, mais peut-être un rappel qu'il s'était isolé dans son monde de chiffres et de transactions, perdant la faculté de nouer des liens simples et sincères. Ce soir-là, contrairement à son habitude, Henri décida de dîner chez lui. La table de la salle à manger, conçue pour accueillir 20 convives lors d'événements formels, lui parut démesurément grande pour un seul homme. Habituellement, cela ne le gênait pas, mais ce soir, c'était flagrant. « Wilson, appela-t-il, les enfants ont déjà mangé ?»« Oui, monsieur. Madame Parker les fait manger plus tôt, comme vous l'aviez demandé. » Henri contempla son assiette un instant. « À partir de demain, ils dîneront avec moi. » Wilson ne put cacher sa surprise. « Comme vous voudrez, monsieur. » Le lendemain, quand on annonça à Émilie et Noah qu'ils dîneraient avec le maître de la maison, leurs réactions furent contrastées. Noah, trop petit pour en saisir la portée, se contenta de taper sur la chaise haute qu'on avait préparée pour lui. Émilie, en revanche, semblait nerveuse. « Et si je fais tomber quelque chose ? Il y a tellement de couverts différents, » confia-t-elle à Madame Parker, qui lui recoiffait les cheveux. « Ne t'inquiète pas, ma chérie. Sois simplement toi-même. » La salle à manger, avec son lustre imposant et son mobilier ancien, intimida Émilie. Lorsqu'Henri entra, elle se redressa instinctivement, essayant de paraître plus âgée, comme elle le faisait à chaque fois qu'elle voulait être prise au sérieux. « Bonsoir, » dit Henri en s'asseyant en bout de table. « J'espère que vous êtes à l'aise. » Émilie hocha la tête, incertaine de la conduite à tenir. Le silence qui suivit ne fut brisé que par le tintement des couverts et les gazouillis occasionnels de Noah. « Je t'ai vu dans le jardin aujourd'hui, » tenta finalement Henri pour lancer la conversation. « Qu'est-ce que vous plantiez avec Mal ?» Les yeux d'Émilie s'illuminèrent. « Des marguerites. Monsieur Mal a dit qu'elles poussent vite et résistent même au mauvais temps. »« Comme toi, » commenta Henri,
presque malgré lui, surpris de ses propres paroles. Émilie sourit timidement. Il m'a laissé choisir l'endroit où les planter. Je les ai mises près de la fontaine, là où on peut les voir depuis notre fenêtre. Notre fenêtre, nota Henri. Elle considérait déjà cet endroit comme le sien, sa maison. Cela aurait dû le contrarier, puisqu'il ne s'agissait que d'une solution temporaire, non? Et pourtant, étrangement, ce n'était pas le cas. « Tu aimes les fleurs ?» demanda-t-il, se souvenant que Sarah adorait le jardin. Émilie hocha la tête avec enthousiasme. Ma maman avait un petit jardin dans notre ancien appartement, juste quelques pots sur le balcon, mais elle s'en occupait tous les jours. C'était la première fois qu'Émilie mentionnait ses parents. Henri réalisa que, bien qu'il sache qu'ils étaient orphelins, il n'avait jamais vraiment songé à ce que cela représentait, surtout pour Émilie, assez grande pour saisir pleinement la perte. « Ta mère devait être une bonne jardinière, remarqua-t-il. Émilie sourit doucement, se rappelant un souvenir heureux. Elle disait que les plantes sont comme les gens. Elles ont besoin de soins, de patience et d'un endroit sûr pour pousser. Henri sentit une douleur au creux de la poitrine. La sagesse simple de cette phrase, prononcée par une fillette qui avait tout perdu, le toucha profondément. Le reste du dîner se déroula plus sereinement. Émilie posa des questions sur les tableaux accrochés au mur, sur les endroits que Henri avait visités, sur les livres de la bibliothèque. Ces questions, bien que candides, étaient pertinentes, révélant une curiosité sincère qu'Henri ne retrouvait pas toujours chez les adultes. Dans les jours qui suivirent, dîner ensemble devint une habitude. Henri se surprit à attendre ces moments, préparant mentalement des sujets de conversation avec Émilie, cherchant des anecdotes susceptibles de l'intéresser. Il fut étonné de voir à quel point il parvenait à communiquer, malgré la différence d'âge et de milieu. Un après-midi, alors qu'il travaillait dans son bureau, Henri entendit de légers coups à la porte. Ce n'était pas le coup assuré de Wilson ou de Madame Parker. « Entrez », dit-il, intrigué. Émilie ouvrit la porte avec précaution, comme pour vérifier qu'elle était réellement la bienvenue. « Désolé de vous déranger, monsieur Callaway. » Elle hésitait, tenant quelque chose derrière son dos. « J'ai fabriqué quelque chose pour vous remercier de tout. » Elle lui tendit un dessin sur une feuille de papier coloré. On y voyait une représentation simple du manoir, avec des personnages bâtons représentant Henri, Émilie, Noah, Wilson et Madame Parker, tous se tenant la main devant la maison. En haut de la feuille, on lisait, en lettres soigneusement tracées mais un peu maladroites, « Notre famille ». Henri prit le dessin avec précaution, comme s'il s'agissait d'un document précieux. Un tourbillon d'émotions l'envahit, la surprise, la gêne et une chaleur inexplicable dans la poitrine. « Famille », pensa-t-il. C'était un mot dont il avait perdu le sens depuis la mort de ses parents et de Sarah. Un mot qu'il fuyait, tout comme les engagements émotionnels qu'il impliquait. « C'est très joli, Émilie », parvint-il finalement à dire. « Merci. » Le sourire qu'elle lui offrit en retour était si lumineux qu'il sembla égayer tout le bureau austère. « Est-ce que je peux vous aider pour quelque chose ?» demanda-t-elle, posant les yeux sur la pile de papier sur le bureau. « Je suis douée pour ranger. À l'école, la maîtresse me demandait toujours de réorganiser la bibliothèque de la classe. » L'offre était si sincère qu'Henri ne put se résoudre à refuser complètement. « En réalité, dit-il en improvisant, tu pourrais m'aider à classer ces catalogues par couleur. »« Tu crois que tu peux faire ça ?» Émilie acquiesça, l'air très sérieux, comme si on venait de lui confier une mission capitale. Henri lui donna alors une pile de catalogues d'art et de mobilier anciens, sans aucune information confidentielle, et lui montra comment il souhaitait les voir ordonnés. C'était une tâche simple, presque superflue. Mais l'enthousiasme avec lequel Émilie s'y attela remplit Henri d'un sentiment étrangement agréable. Tandis qu'elle travaillait dans un coin du bureau, triant les catalogues par couleur, Henri l'observait du coin de l'œil. Elle était si appliquée, si concentrée sur chaque geste, comme si elle voulait prouver qu'elle méritait de rester. Ce qu'Émilie ne réalisait pas, c'était qu'elle avait déjà fait bien plus que cela. Elle avait redonné vie au manoir Callaway, qui en était privé depuis des décennies. Au fil des semaines suivantes, de petits changements, mais néanmoins significatifs, s'opérèrent dans la routine du manoir. Le bureau d'Henri, autrefois interdit à quiconque hormis Wilson, accueillit maintenant les visites régulières d'Émilie, qui venait montrer ses dessins, ses découvertes dans le jardin, ou simplement bavarder. Noah, rétabli et plus vif de jour en jour, explorait la maison avec la curiosité insatiable d'un tout-petit, arrachant même des sourires aux membres du personnel les plus austères. La maison, auparavant semblable à un musée immaculé mais sans âme, se vit parfois encombrée de jouets, d'œuvres d'art enfantines accrochées au réfrigérateur et du bruit constant de petits pas et de rires juvéniles.
Henri luttait encore intérieurement contre l'attachement grandissant en lui. Il se répétait qu'il ne remplissait qu'une obligation morale, qu'il finirait par trouver un endroit adapté pour ses enfants et que sa vie reprendrait son cours normal. Mais chaque fois qu'Émilie l'appelait pour admirer une nouvelle fleur éclose dans le jardin, ou que Noah faisait un pas de plus sous les applaudissements de tous, un changement s'opérait en lui. Un matin, Henri fut réveillé plus tôt que d'habitude par une agitation inhabituelle dans la maison. Il quitta sa chambre pour voir ce qui se passait et trouva les membres du personnel en train de s'affairer, Madame Parker ayant l'air affolée. « Que se passe-t-il » demanda-t-il, lui-même alarmé. « C'est Noah, » expliqua la gouvernante, « il a disparu de la chambre. » Émilie est morte d'inquiétude. En le cherchant partout, Henri sentit son cœur se serrer. « Faites chercher tout le monde. Vérifiez chaque recoin de la maison, du terrain, maintenant. » Il se joignit personnellement aux recherches, vérifiant tous les endroits où un bébé pourrait se cacher ou, pire encore, se blesser. Le manoir, avec ses innombrables pièces, escaliers et recoins cachés, semblait soudain être un labyrinthe dangereux pour un petit enfant. C'est Wilson qui retrouva finalement Noah, endormi paisiblement sous le bureau de Henri, serrant un ours en peluche. Lorsqu'Henri arriva, il vit Émilie agenouillée à côté de son frère, des larmes de soulagement coulant sur ses joues. « Il va bien », chuchota-t-elle. « Je ne sais pas comment il est sorti de son lit. J'étais censé le surveiller. » Elle avait l'air si petite et vulnérable à ce moment-là, portant une responsabilité bien trop lourde pour ses jeunes épaules, que Henri sentit quelque chose se briser en lui. Sans réfléchir, il s'agenouilla à ses côtés et posa une main sur son épaule. « Ce n'était pas ta faute, » dit-il doucement. « Les enfants font ce genre de choses. Tu ne peux pas le surveiller chaque seconde. » Émilie le regarda, surprise à la fois par le contact physique et par la gentillesse dans sa voix. « Mais j'avais promis de m'occuper de lui. »« Et tu t'en occupes » l'assura Henri. « Mieux que beaucoup d'adultes ne le feraient. Mais tu n'as plus besoin de le faire seul. » Ces mots, prononcés presque inconsciemment, marquèrent un changement profond dans leur relation. C'était la première fois que Henri admettait, même indirectement, qu'il était prêt à partager la responsabilité des enfants, qu'il n'était plus seul au monde. Pour Émilie, c'était comme si un énorme poids était retiré de ses frêles épaules. Pour Henri, c'était un pas irréversible vers quelque chose qu'il avait évité pendant des années, l'engagement affectif. Ce soir-là, Henri s'assit seul dans son bureau, regardant le dessin d'Émilie, maintenant encadré sur son bureau. « Notre famille », disait le titre enfantin. Famille, un mot qu'il avait enterré avec Sarah. Un mot qui signifiait vulnérabilité, la possibilité de perte et de douleur. Mais maintenant, ce mot commençait à signifier autre chose. Un nouveau départ, une chance de réparer quelque chose qui avait été brisé il y a bien longtemps, non seulement dans la vie des enfants, mais aussi dans la sienne. Henri se leva et marcha jusqu'à la fenêtre, regardant le jardin où les marguerites d'Émilie avaient commencé à germer. Comme elle l'avait dit, en citant sa mère, les plantes, comme les gens, ont besoin de soins, de patience et d'un endroit sûr pour grandir. Peut-être, pensa-t-il, que cela s'appliquait non seulement à Émilie et à Noah, mais aussi à lui-même. Peut-être avait-il lui aussi besoin de réapprendre à grandir, à faire de la place dans sa vie pour quelque chose au-delà des affaires et de l'accumulation de richesses. Le changement avait commencé, subtil mais indéniable. Et il savait, au fond de lui, qu'aussi fort qu'il essaierait de résister, sa vie ne serait plus jamais la même. De sombres nuages cachaient la lune. L'hôpital semblait plus grand et plus menaçant que dans ses souvenirs, avec des couloirs interminables qui semblaient changer de direction tandis qu'il courait. Son cœur battait à tout rompre, mu par le désespoir d'arriver à temps. La chambre 307 s'éloignait à chaque pas. « Sarah !» cria-t-il, mais sa voix semblait étouffée, comme sous l'eau. « Sarah, j'arrive. » Lorsqu'il atteignit enfin la porte de la chambre, ses mains tremblaient tant qu'il pouvait à peine tourner la poignée. À l'intérieur, il trouva le lit vide, les draps blancs soigneusement bordés comme si personne ne s'y était jamais allongé. « Vous êtes arrivé trop tard, » dit l'infirmière à ses côtés. Soudain, elle vous a attendu. Henri se tourna pour lui faire face, mais ce n'était plus une infirmière, c'était Émilie, avec des yeux accusateurs qui semblaient le transpercer. « Vous aviez promis d'être là » dit-elle de la voix de Sarah. Henri se réveilla en sursaut, le cœur battant et le souffle court. Il s'assit sur le lit et passa les mains sur son visage, sentant la sueur froide sur son front. Le réveil numérique sur la table de chevet indiquait 3h17. Ce n'était pas la première fois qu'il rêvait de Sarah. Pendant des années après sa mort, il avait souvent fait des cauchemars, toujours des variations sur le même thème. Il n'arrivait pas à temps, ne parvenait pas à la sauver,
ne tenait pas la promesse qu'il avait faite à leurs parents de veiller sur elle pendant leur voyage. Mais avec le temps, les rêves s'étaient faits plus rares, tout comme les souvenirs, enfouis sous des couches de travail et d'isolement émotionnel. Jusqu'à maintenant. Jusqu'à Émilie. Henri se leva et marcha jusqu'à la fenêtre. La nuit était calme, le ciel clair et rempli d'étoiles. Aucune trace des nuages orageux du cauchemar. La lune éclairait le jardin où les marguerites d'Émilie commençaient à fleurir. Il essaya de se rendormir, mais le rêve l'avait trop perturbé. Après une demi-heure à se retourner, il se leva et mit sa robe de chambre. Il devait vérifier quelque chose. Ou peut-être avait-il simplement besoin de se convaincre que ce cauchemar, contrairement à celui d'il y a tant d'années, n'était pas devenu réalité. Le couloir était silencieux alors qu'il se dirigeait vers la chambre bleue où dormaient Émilie et Noah. La nuit, le manoir semblait toujours tranquille, presque anesthésié par le silence. Mais il y avait maintenant quelque chose de différent dans l'air, une présence subtile de vie endormie plutôt que du vide. La porte de la chambre des enfants était entr'ouverte, comme Émilie la laissait toujours, de peur que Noah n'ait besoin de quelque chose durant la nuit et que personne ne l'entende. Henri s'approcha sans bruit et jeta un œil à l'intérieur. Une veilleuse en forme d'étoile répandait une lueur douce dans la pièce. Sur le lit, Émilie dormait sur le côté, un bras protecteur autour de Noah qui était sorti de son lit pour se blottir contre elle, comme il le faisait presque toutes les nuits. Ses cheveux bruns s'étalaient sur l'oreiller et son visage, d'ordinaire si sérieux et concentré pendant la journée, paraissait totalement détendu dans le sommeil. Depuis le pas de la porte, Henri réalisa à quel point Émilie ressemblait à Sarah, maintenant que ses défenses étaient tombées dans le sommeil. Ce n'était pas seulement la ressemblance physique. C'était quelque chose de plus profond, une qualité intangible qu'elles partageaient toutes deux, une force intérieure, un courage silencieux, une capacité à se soucier si profondément des autres. Quelque chose en lui s'attendrit en voyant cette scène paisible. L'angoisse du cauchemar commença à se dissiper, remplacée par une sensation plus légère, presque oubliée. Émilie bougea légèrement, murmurant quelque chose d'incompréhensible, et remonta la couverture autour de Noah. Même endormie, elle veillait sur lui. Henri s'éloigna de la porte, ne voulant pas troubler ce moment de paix. Mais au lieu de retourner dans sa chambre, ses pas le menèrent au grenier du manoir, un endroit qu'il avait évité pendant des années. Le grenier était propre et ordonné, comme toutes les parties de la maison, mais dégageait une atmosphère d'abandon qui allait au-delà de la simple poussière. C'était là qu'il entreposait des souvenirs qu'il ne pouvait affronter, mais qu'il n'avait jamais eu le courage de jeter. Dans un coin, sous un drap beige, se trouvait le coffre qu'il cherchait. Henri hésita un instant avant de retirer la housse, révélant un vieux coffre en cèdre avec les initiales S gravées sur le couvercle, Sarah Callaway. Les mains légèrement tremblantes, il ouvrit le coffre qu'il n'avait pas touché depuis plus de 20 ans. Une odeur de cèdre et un léger parfum de lavande, la senteur préférée de sa mère pour conserver le linge, s'en échappèrent. Au sommet, soigneusement pliée, se trouvait la dernière robe que Sarah avait portée avant d'être clouée au lit, bleu clair avec de petites marguerites brodées sur le col, comme un présage des fleurs qui poussaient désormais dans le jardin, plantées par une autre petite fille. Henri mit la robe de côté et continua à fouiller dans le coffre. Il y avait des livres d'histoire, usés par un usage fréquent, des cahiers d'école avec l'écriture soignée de Sarah et des dessins. Beaucoup de dessins. Elle adorait dessiner, même les jours où la maladie la rendait faible. Dans un dossier en carton jauni, il trouva des photographies, Sarah dans le jardin en été, portant un chapeau trop grand pour sa petite tête, Sarah et lui construisant un château de sable à la plage, Sarah soufflant les bougies de son dernier anniversaire, trop maigre mais arborant un sourire rayonnant. Puis une photo qu'il avait complètement oubliée, lui et Sarah assis sur un banc de jardin, lui lisant un livre. Il ne se souvenait pas qui avait pris cette photo, peut-être la gouvernante de l'époque, mais il se rappelait ce jour-là, ce moment-là. C'était Le Jardin secret, le livre préféré de Sarah. Il le lui lisait tous les soirs pendant sa maladie, parfois les mêmes chapitres répétés encore et encore parce qu'elle les aimait tant. Quelque chose d'humide tomba sur la photo. Henri toucha son visage et réalisa qu'il pleurait. Depuis quand n'avait-il pas pleuré? Il ne s'en souvenait plus. Pour la première fois depuis des années, il s'autorisa à ressentir la douleur de la perte, non plus seulement comme un souvenir douloureux à fuir, mais comme une partie de lui-même, de ce que Sarah avait contribué à faire de lui. Et avec la douleur revinrent d'autres souvenirs, le son de son rire, la façon dont elle fronçait le nez quand elle se concentrait sur un dessin difficile, comment elle avait toujours un mot gentil même les pires jours. Henri ne sut pas combien de temps il resta là, assis sur le sol du grenier, entouré des souvenirs de Sarah. Lorsqu'il remit finalement tout dans le coffre, l'aube se levait dehors. Mais au lieu de le recouvrir,
il décida d'emporter un objet avec lui, l'exemplaire usé du jardin secret. Ce matin-là, le petit déjeuner suivit la routine des dernières semaines. Henri, Émilie et Noah à table ensemble, avec Émilie qui aidait son frère à manger tout en parlant avec enthousiasme des projets de la journée. Monsieur Metzger a dit que je pouvais l'aider à tailler les arbustes aujourd'hui, annonça-t-elle en coupant le pancake du bébé en petits morceaux. Il va me montrer comment utiliser ces gros cisailles spéciales, mais seulement sur les branches fines. Henri acquiesça, l'observant avec un regard neuf après la nuit passée dans la réflexion. Émilie, dit-il, l'interrompant au milieu de son flot de paroles, est-ce que tu aimes lire? Émilie le regarda, surprise par la question inattendue. J'adore ça. À mon ancienne école, j'empruntais plus de livres à la bibliothèque que personne d'autre. Elle hésita, comme si elle n'était pas sûre d'en dire davantage. Depuis que je suis arrivée ici, je regarde les livres de ta bibliothèque, mais ils sont un peu difficiles. C'est compréhensible. La plupart sont des ouvrages techniques ou des classiques littéraires, reconnut Henri. Puis il posa le livre qu'il avait pris au grenier sur la table. Je me suis dit que celui-ci pourrait te plaire. Émilie regarda curieusement l'exemplaire usé du jardin secret. C'est à toi? Il appartenait à ma sœur, expliqua Henri, ressentant un mélange étrange d'émotions en partageant cet objet. Elle avait à peu près ton âge quand elle l'a lu. Les yeux d'Émilie s'écarquillèrent. Tu as une sœur? Tu n'en as jamais parlé. J'en avais une, corrigea-t-il doucement. Elle est décédée quand elle était encore enfant, il y a très longtemps. Émilie prit le livre avec précaution, comme s'il était à la fois précieux et fragile. Je suis désolée, dit-elle avec la sincérité qu'ont seuls les enfants. Comment s'appelait-elle? Sarah. C'est un joli nom, commenta Émilie en feuilletant les pages jaunies. Elle s'arrêta sur une page où se trouvait une fleur séchée. Elle gardait aussi des fleurs dans ses livres. Moi, je faisais pareil avec les fleurs que ma maman me donnait. Henri sourit faiblement en se rappelant l'habitude de Sarah. Oui, elle adorait faire ça. Elle disait que ça permettait de conserver les fleurs pour toujours, comme les histoires. Pour la première fois, parler de Sarah ne lui apportait pas uniquement de la douleur. Il y avait quelque chose de réconfortant à partager ses souvenirs avec Émilie, à voir le livre que sa sœur avait tant aimé dans les mains d'une autre enfant qui pourrait l'apprécier. Après le petit déjeuner, pendant qu'Émilie partait au jardin avec Noah et son nouveau livre, Henri rejoignit son bureau, ressentant une légèreté qu'il n'avait pas connue depuis longtemps. La journée de travail fut étonnamment productive, comme si le poids des souvenirs refoulés avait été en partie levé, libérant une énergie qui jusque-là était dépensée à ne pas se souvenir. En fin d'après-midi, il trouva Émilie dans la bibliothèque, si absorbée par sa lecture qu'elle ne le remarqua que lorsqu'il s'assit dans le fauteuil à côté d'elle. « Ça te plaît ?» demanda-t-il. Émilie leva les yeux, le visage illuminé d'enthousiasme. « C'est merveilleux. Marie est un peu grognon au début, mais je comprends pourquoi. Et le jardin secret, ce doit être magique de trouver un endroit comme ça. » Sarah disait souvent, « On a tous un jardin secret à l'intérieur de nous », commenta Henri. Un endroit spécial où l'on garde nos choses les plus importantes, parfois enfermées trop longtemps. Émilie réfléchit à ces mots avec le sérieux qui la caractérisait. Comme ton cœur, qui est resté fermé après sa mort? La franchise de sa question prit Henri au dépourvu. C'était exactement ça. Son cœur était devenu un jardin fermé après la mort de Sarah, et il en avait jeté la clé, convaincu que c'était plus sûr. Quelque chose comme ça, admire. Comment l'as-tu deviné? Émilie haussa les épaules avec la logique simple d'un enfant. Tu semblais triste quand on est arrivé. Pas triste comme pleurer, mais triste à l'intérieur. Ma maman était comme ça après la mort de mon papa, jusqu'à ce qu'elle parte elle aussi. Ils partagèrent un moment de silence, reconnaissant deux pertes différentes mais parallèles, un pont de compréhension qui se construisait entre eux. Je pense que Sarah t'aurait beaucoup aimé, finit par dire Henri. Le visage d'Émilie s'illumina, comme si c'était le plus beau compliment qu'elle pouvait recevoir. Dans les jours qui suivirent, Henri commença à intégrer plus activement Émilie à sa routine. Pendant le petit déjeuner, il simplifiait et expliquait certains projets sur lesquels il travaillait. Émilie écoutait attentivement, posant des questions étonnamment pertinentes pour son âge. « Pourquoi tu achètes cette usine si elle n'est pas rentable ?» demanda-t-elle un jour, après que Henri eut mentionné une acquisition récente. « Parce que parfois, la valeur d'une chose ne réside pas dans ce qu'elle est maintenant, mais dans ce qu'elle peut devenir, expliqua-t-il. Cette usine a de bons ouvriers et un bon équipement, mais elle est mal gérée. Avec les bons changements, elle peut devenir très productive. » Émilie acquiesça, assimilant l'information. « Comme moi et Noah. »
Quand tu nous as trouvés, on n'était pas rentable. Elle prononça le mot avec soin, visiblement peu familière avec lui. Mais tu as vu qu'on pouvait s'améliorer avec un peu d'aide. L'analogie le prit de court. Ce n'est pas exactement pareil, Émilie. Les gens ne sont pas des entreprises. Mais le principe est le même, non, insista-t-elle. Investir dans quelque chose ou quelqu'un parce qu'on croit en son potentiel, même si les autres ne le voient pas. Henri la regarda, impressionné. Tu as raison. D'une certaine manière, c'est un principe similaire. L'après-midi, après les cours qu'il avait organisés pour Émilie, il se retrouvait souvent à la bibliothèque. Il lui montrait des cartes des endroits qu'il avait visités, lui expliquait des notions de base en affaires à travers des exemples simples. Parfois, il se contentait de l'écouter pendant qu'elle lisait à haute voix, sa prononciation s'améliorant de jour en jour. « Comment tu décides ce qui est la bonne chose à faire ?» demanda-t-elle un jour, après qu'il lui eut fait part d'un dilemme commercial. Henri réfléchit. « En général, j'analyse toutes les possibilités et je choisis celle qui donnera les meilleurs résultats à long terme. » « Mais comment tu sais laquelle est la meilleure ? » « Eh bien, en affaires, c'est souvent celle qui apporte le plus de profit à l'entreprise. » Émilie fronça les sourcils, pas totalement satisfaite par la réponse. « Et si le choix qui rapporte le plus d'argent fait du mal à d'autres personnes ?» Sa question, avec toute la simplicité de l'enfance, toucha un point sensible. Combien de fois, au fil des ans, Henri avait-il pris des décisions basées uniquement sur les chiffres, sans se soucier de l'impact humain ? Des rachats hostiles, des fermetures d'usines dans des petites villes où elles étaient la principale source d'emploi, des suppressions de postes pour gonfler les bénéfices trimestriels. « C'est une excellente question, Émilie, répondit-il finalement. La vérité, c'est que je n'ai pas toujours pris les meilleures décisions dans ce domaine. Mais une décision vraiment bonne devrait tenir compte non seulement du profit, mais aussi des gens qui en subissent les conséquences. » Émilie sourit, satisfaite de son honnêteté. Ma maman disait qu'avant de décider quelque chose, il faut se demander si on serait fier d'en parler à quelqu'un qu'on aime. Henri sentit un pincement au cœur. Combien de ses anciennes décisions répondraient à ce critère ? Combien d'entre elles serait-il fier de raconter à Sarah, si elle était toujours là ? C'est à ce moment-là qu'il réalisa quelque chose d'extraordinaire. Émilie n'était pas la seule à apprendre de lui, il apprenait aussi d'elle. Ces questions simples mais profondes le poussaient à remettre en cause les valeurs et les pratiques qu'il avait tenues pour acquises pendant des décennies. Le soir, quand il l'abordait avant de dormir, un nouveau rituel qui venait de commencer et qu'ils semblaient tous deux apprécier, Émilie partageait souvent ses pensées et ses inquiétudes de la journée, lui faisant confiance d'une manière que plus personne ne faisait depuis longtemps. « Tu crois que mes marguerites survivront à l'hiver ?» lui demanda-t-elle un soir, après avoir vu la météo annoncer une vague de froid. Les marguerites sont des fleurs assez résistantes, la rassura-t-il. Mais si nécessaire, on pourra installer un petit abri pour les protéger. Émilie eut l'air soulagée par sa réponse, alors qu'il se levait pour partir, elle lui prit la main. « Merci de nous laisser rester ici, dit-elle avec une sincérité qui serra le cœur de Henri. Je priais tous les soirs pour avoir un endroit sûr pour Noah, et puis on t'a trouvé. Henri sentit sa gorge se nouer. Je crois que moi aussi, j'avais besoin de vous trouver. Admit-il presque dans un murmure. Plus tard, dans son bureau, il se retrouva à regarder le portrait de Sarah qu'il avait posé sur son bureau, une photo qu'il avait sortie du coffre dans le grenier. À côté se trouvait le dessin d'Émilie, avec ses personnages en bâtonnet sous le titre « Notre famille ». Pour la première fois, il s'autorisa à penser à l'avenir, pas seulement en termes d'affaires et d'acquisitions, mais en termes de personnes, Émilie et Noah, les projets qu'il pourrait faire pour eux, la sécurité qu'il pourrait leur offrir, la famille qu'il pourrait former. L'idée l'effrayait toujours. S'ouvrir à l'amour, c'était aussi s'ouvrir à la perte et à la douleur. C'était redevenir vulnérable. Mais en regardant ces deux images côte à côte, le passé et le présent, la sœur qu'il avait perdue et les enfants que le destin avait amenés à sa porte, Henri commença à croire que, peut-être, cela valait le risque. L'automne arriva, peignant le jardin du manoir Callaway de nuances de rouge et d'or. Les marguerites d'Émilie avaient achevé leur cycle, mais à leur place, Henri l'aida à planter des bulbes de tulipes, qui fleuriraient au printemps. « C'est un acte de foi », expliqua-t-il en enfonçant les bulbes dans la terre humide. On les plante maintenant, sans rien voir, en faisant confiance au fait que quelque chose de beau poussera dans quelques mois. Émilie assimila la leçon avec le même sérieux qu'elle accordait à tout ce que Henri lui enseignait. Comme quand tu investis de l'argent dans une entreprise qui ne fait pas encore de bénéfices, répondit-elle. Henri sourit. En quelques mois à peine, elle avait compris plus de choses sur le monde des affaires que bien des stagiaires passés par sa société.
Exactement comme ça. La vie au manoir s'était installée dans une routine étonnamment naturelle. Les matins commençaient avec un petit déjeuner en famille, suivi des cours du précepteur qu'Henri avait engagé pour Émilie. Les après-midi étaient souvent consacrés à des activités communes, du temps dans le jardin, de la lecture dans la bibliothèque ou même divers projets professionnels que Henri lui expliquait. Noah, qui approchait désormais des 2 ans, parlait de plus en plus et adorait suivre Henri partout dans la maison, l'imitant si précisément que même les membres du personnel les plus austères ne pouvaient s'empêcher de sourire. C'était une joie simple que Henri n'aurait jamais cru revivre, quelque chose d'impossible à chiffrer en dollars ou en actions, mais qui comblait pourtant un vide dont il n'avait pas conscience. Un jeudi matin, cependant, cette paix fut perturbée par un visiteur inattendu. « Monsieur Richard Matthews est venu vous voir, monsieur », annonça Wilson, entrant dans le bureau où Henri examinait des contrats. Henri haussa les sourcils, surpris. Richard, son ancien associé et consultant occasionnel, se présentait rarement sans rendez-vous. « Faites-le entrer. » Richard Matthews entra avec l'assurance de quelqu'un bien familier des lieux, grand, aux cheveux gris impeccablement coupés, vêtu d'un costume qui valait plus que ce que la plupart des gens gagnaient en un an. Il incarnait parfaitement le monde de l'entreprise qu'Henri avait toujours connu. « Henri, mon vieux », le salua-t-il en tendant la main. « Désolé de débarquer à l'improviste, mais j'étais dans le coin et je voulais te parler en personne de la proposition pour Westfield Industries. »« Bien sûr, Richard. Assieds-toi », répondit Henri en désignant le fauteuil en face de son bureau. « Un café ? » ?»« Un scotch serait mieux, si ce n'est pas trop tôt pour toi, » répondit Richard avec un sourire complice. Henri s'apprêtait à demander à Wilson d'apporter les boissons quand des bruits de pas rapides et des rires d'enfants résonnèrent dans le couloir. Avant qu'il ne puisse réagir, la porte du bureau s'ouvrit grand et Émilie fit irruption, brandissant un dessin. « Henri, regarde ce que j'ai fait en classe. » Elle s'arrêta net en voyant le visiteur, son expression enthousiaste laissant place à la timidité. « Désolé, je ne savais pas que tu avais de la visite. » Richard observa la fillette avec une évidente surprise, puis Henri, levant un sourcil dans une muette interrogation. « Ce n'est rien, Émilie, » la rassura Henri. « Voici Monsieur Matthews, un associé. Richard, je te présente Émilie. » Émilie, reprenant contenance, lui tendit la main comme on le lui avait appris. « Enchanté, Monsieur Matthews. » Richard lui serra la main poliment, mais son regard montrait toujours de la perplexité. « Enchanté, Émilie. Tu, une parente en visite ?» Avant que Henri ne puisse répondre, Noah apparut dans l'embrasure de la porte, suivi de Madame Parker, qui avait visiblement du mal à rattraper les enfants. « Excusez-moi, Monsieur Callaway, » dit précipitamment la gouvernante. Ils se sont éclipsés pendant la pause du précepteur. « Ce n'est rien, Madame Parker, » répondit Henri, remarquant l'air de plus en plus perplexe de Richard. « Émilie, pourquoi ne montrerais-tu pas ton nouveau dessin à Madame Parker pendant que je parle avec Monsieur Matthews? Ensuite, tu pourras me le montrer. » Émilie hocha la tête, un peu déçue mais compréhensive. « Viens, Noah, il faut laisser Henri travailler. » Elle prit la main de son frère et quitta le bureau, non sans un dernier regard curieux envers le visiteur. Quand la porte se referma, Richard laissa échapper un petit rire incrédule. « Henri, depuis quand quelqu'un t'appelle-t-il par ton prénom, et qui sont ses enfants? Ne me dis pas que tu t'es enfin marié en douce. » Henri servit 2 verres de scotch dans une bouteille qu'il gardait dans le placard de son bureau. « C'est une longue histoire, Richard. »« Je t'écoute, » répondit son ami en s'installant dans le fauteuil. « J'avoue être complètement intrigué. Le Henri Callaway que je connais tolère à peine les adultes, alors des enfants. » Henri s'assit, se demandant par où commencer. Richard était l'un des rares à connaître l'histoire de Sarah, l'ayant rencontrée peu après la tragédie, à l'époque où ils débutaient tous de leur carrière. « Ce sont des orphelins, » finit-il par dire. « Ils sont arrivés un soir de tempête, il y a quelques mois. La fillette cherchait du travail pour pouvoir nourrir son frère. » Richard hocha la tête, digérant l'information. « Et tu les as recueillis. Temporairement, je suppose. » C'était le plan initial, admit Henri. Mais les choses ont évolué d'une manière inattendue. De quelle évolution parle-t-on, Henri? Le ton de Richard était désormais prudemment professionnel, le même qu'il adoptait pour discuter d'investissements risqués. Henri prit une grande inspiration. Il se rendit compte que c'était la première fois qu'il dirait à voix haute ce qu'il envisageait depuis des semaines. « Je pense à obtenir leur garde légale. » Richard manqua de s'étouffer avec son verre. « Quoi ?» Il s'éclaircit la gorge. « Tu as perdu la tête ? »
Je sais que ça peut sembler étrange, commença Henri. Étrange? Richard reposa son verre un peu trop brusquement. C'est complètement fou, Henri. Tu n'es pas exactement le prototype du père, sans vouloir t'offenser. Ta vie, c'est ta société, et ça l'a toujours été. Henri sentit une pointe d'agacement. Les gens changent, Richard. Oui, ils changent. Les gens comme nous achètent de nouvelles maisons, investissent dans des technologies émergentes, se remarient peut-être un jour. On n'adopte pas des gamins tombés du ciel. Henri ressentit un pincement douloureux. Ils n'étaient pas tombés du ciel, pas pour lui. Ils ne sont pas des enfants au hasard, pour moi. Richard se pencha en avant, son ton devenant plus doux, presque condescendant. Henri, je comprends que tu traverses peut-être une crise. Ou que la fillette te rappelle Sarah. Mais on ne prend pas une décision d'une telle importance sur un coup de tête émotionnel. Le fait qu'il mentionne Sarah toucha une corde sensible. Richard avait raison, du moins en partie. Émilie lui rappelait Sarah, pas seulement physiquement, mais aussi dans sa façon d'être. Mais était-ce la seule raison? Le lien qu'il ressentait envers ses enfants n'était-il qu'une tentative désespérée de revivre un passé perdu? Ce n'est pas que ça, protesta-t-il, bien que sa voix manquât de la fermeté habituelle. Richard profita de cette hésitation pour enfoncer le clou. Henri, pourquoi t'impliquer là-dedans? Ils ne sont pas ta responsabilité. Il existe des systèmes pour s'occuper des orphelins, et ils fonctionnent plutôt bien, surtout quand on a les moyens. Tu as déjà vu à quoi ressemblent certains de ces endroits, Richard? Ils ne sont pas tous mauvais. Il y a d'excellentes institutions, surtout les privées. Richard s'interrompit et observa son ami. Si tu tiens vraiment à leur bien-être, tu peux facilement financer leur séjour dans l'un des meilleurs établissements privés du pays. Bon sang, tu pourrais ouvrir un orphelinat entier si tu voulais. Henri garda le silence, réfléchissant aux mots de son ami. Richard avait toujours été la voix de la raison en affaires, celui qui l'empêchait de prendre des décisions impulsives pouvant coûter des millions. Il avait peut-être raison cette fois encore. Et ne pense pas que ça n'affectera pas ton entreprise, ajouta Richard. Tu crois que tes actionnaires vont rester de marbre en apprenant que l'homme qui gère leurs investissements a décidé de devenir le père de 2 gamins? Ils vont douter de ton jugement, de ta stabilité, surtout quand ils verront à quel point cette décision est impulsive. Elle n'est pas impulsive, rétorqua Henri, même si le doute commençait déjà à poindre. Ils sont là depuis des mois. Des mois, s'exclama Richard en ricanant. Henri, tu as passé plus de temps à analyser l'achat de cet immeuble à Chicago que tu n'en as passé à réfléchir à cette décision qui va bouleverser ta vie. Il marqua une pause, prenant un ton plus conciliant. Écoute, je ne dis pas de les mettre à la rue. Je suggère juste que tu trouves une solution plus adaptée pour tout le monde. Après le départ de Richard, Henri resta des heures dans son bureau, plongé dans ses pensées. Les paroles de son ami résonnaient en lui, nourrissant des doutes qu'il avait déjà, à un certain niveau, mais qu'il avait ignorés jusqu'à présent. Et si Richard avait raison? Et si Henri n'était pas capable d'être ce dont Émilie et Noah avaient besoin? Toute sa vie tournait autour des affaires depuis si longtemps. Il travaillait de longues heures, voyageait souvent, subissait une pression constante. Quel genre de cadre familial était-ce pour des enfants? Peut-être qu'un orphelinat privé de grande qualité, avec des professionnels qualifiés, était vraiment la meilleure solution. Les enfants auraient de la stabilité, un encadrement adéquat, des opportunités. Il pourrait leur rendre visite, assurer leur sécurité financière, même payer des universités prestigieuses plus tard. Déterminé à au moins explorer cette possibilité, Henri demanda à Wilson de se renseigner sur les meilleurs établissements privés de la région. 2 jours plus tard, il avait un dossier complet sur l'Institut Saint-Clara, un établissement très réputé à 1 heure de route. Ils ont d'excellentes installations, expliqua Wilson en montrant des photos sur sa tablette. Des chambres individuelles pour les plus grands, un suivi psychologique régulier, une école sur place, et tout un programme d'activités extrascolaires. Henri acquiesça en feuilletant les images de salles de classe bien éclairées, de dortoirs propres et ordonnés, d'aires de jeu bien équipées. C'était sans aucun doute un lieu d'excellence. Beaucoup d'enfants moins chanceux qu'Émilie et Noah ne pouvaient même pas rêver d'un tel endroit. « Prends rendez-vous pour demain », décida-t-il. « N'en parle pas encore aux enfants. » Cette nuit-là, Henri ne dormit pas. Il se retourna sans cesse, se demandant comment annoncer la nouvelle à Émilie. Comment lui expliquer que, malgré tout ce qu'ils avaient partagé ces derniers mois, il ne pouvait pas être ce qu'elle espérait. Qu'un autre établissement, même très bien équipé, deviendrait son foyer? La visite à l'Institut Sainte-Clara fut aussi impressionnante que les photos le laissaient supposer.
La directrice, une femme d'âge mûr aux manières à la fois aimables et professionnelles, lui fit faire le tour complet, détaillant les programmes éducatifs, la routine des enfants et les politiques concernant les visites et l'adoption. « Nous sommes presque toujours complets », expliqua-t-elle. « Mais pour quelqu'un de votre influence, Monsieur Callaway, nous pouvons certainement faire une exception, surtout vu votre généreuse donation. » Henry hocha la tête, tentant d'ignorer la gêne qu'il ressentait. La donation substantielle qu'il avait proposée n'était qu'une fraction de ce qu'il dépenserait pour élever les enfants, mais cela lui semblait étrange, comme s'il achetait la sécurité d'Emily et Noah. « Est-ce que les enfants pourront rester ensemble ?» demanda-t-il, se rappelant la peur constante d'Emily d'être séparée de son frère. « Nous avons pour habitude de les séparer selon leur tranche d'âge, mais nous pouvons faire une exception dans leur cas. La fillette pourra voir son frère tous les jours. » Ce n'était pas l'idéal, mais c'était mieux que rien. Henry prit alors les premières dispositions, signant des papiers préliminaires, garantissant les places s'il confirmait sa décision dans la semaine. Sur le chemin du retour, tandis que le chauffeur conduisait sur la route bordée d'arbres, Henry regardait par la fenêtre sans vraiment voir le paysage. Il se répétait qu'il faisait ce qu'il fallait. Les enfants auraient la stabilité, l'accompagnement, les opportunités. C'était la décision rationnelle. Mais depuis quand les décisions familiales étaient-elles purement rationnelles ? En arrivant au manoir, il trouva Emily dans la bibliothèque, en train de lire une histoire à Noah comme elle le faisait souvent l'après-midi. Il s'arrêta sur le seuil, sans se faire remarquer. Il observa la patience avec laquelle elle montrait les images à son frère, la lueur qui brillait dans ses yeux lorsqu'elle partageait des histoires qu'elle-même découvrait depuis peu, et la confiance, la sécurité, que Noah manifestait à ses côtés. « Henry !» s'exclama-t-elle en le voyant. Dernièrement, son visage s'illumina comme à chaque fois qu'elle le voyait. Nous lisions un livre sur les dinosaures. Doa adore le T-Rex, mais je trouve les vélociraptors plus intéressants. Henry s'assit à côté d'eux, sentant un nœud se former dans sa gorge. Emily, il faut qu'on parle. Quelque chose dans son ton dut l'avertir, car son sourire disparut aussitôt. Qu'est-ce qui se passe ? Henry hésita, puis décida d'être direct. J'ai trouvé un endroit pour toi et Noah. Un endroit vraiment bien, avec d'autres enfants, d'excellents professeurs, plein de livres et de l'espace pour jouer. Emily resta très calme, les yeux fixés sur Henry comme si elle essayait de comprendre ce qu'il venait de dire. Un orphelinat ? C'est plutôt comme une école résidentielle, corrigea-t-il, bien qu'il sache que la distinction signifiait peu de choses. Vous auriez tout le confort nécessaire, la meilleure éducation. Mais on ne resterait pas ici, l'interrompit-elle, sa voix basse et contenue, comme si elle craignait que montrer ses émotions n'empire la situation. On ne resterait pas avec toi. Je viendrai souvent vous voir, promit Henry, et je ferai en sorte que vous ayez tout ce dont vous avez besoin. Emily baissa la tête, son petit corps semblant se ratatiner sous les yeux d'Henry. Noah, sentant le changement d'atmosphère, se blottit contre sa sœur. « Est-ce qu'on a fait quelque chose de mal ?» demanda finalement Emily, à peine audible. La question frappa Henry comme un coup de massue. « Non, bien sûr que non. Vous avez été formidables tous les deux. Alors pourquoi tu veux te débarrasser de nous ? Ce n'est pas ça, Emily. J'essaie de faire ce qu'il y a de mieux pour vous. » Elle releva son regard, les yeux brillants de larmes retenues. « Je pensais que rester ici était ce qu'il y avait de mieux pour nous. » Henry chercha des mots qui feraient sens, qui exprimeraient ses peurs et ses doutes. « Emily, ma vie est compliquée. Je travaille beaucoup, je voyage, j'ai des responsabilités. Je ne suis pas sûr de pouvoir vous accorder toute l'attention que vous méritez. » « Mais tu le fais déjà, » répondit-elle simplement. « Bien plus que n'importe qui d'autre depuis la mort de nos parents. » Il y a d'autres facteurs ? C'est à cause de cet homme qui est venu ici ? Il a dit quelque chose sur nous ? Henry hésita, surpris par la perspicacité d'Emily. Richard a exprimé certaines préoccupations, oui. Mais la décision m'appartient. Emily acquiesça lentement, comme si elle comprenait enfin. J'ai toujours su qu'on devrait partir un jour, dit-elle, affichant une maturité douloureuse pour quelqu'un d'aussi jeune. Je pensais juste que, peut-être, tu nous aimais assez pour nous laisser rester. Elle se leva en prenant la main de Noah. Je vais faire nos valises. T'inquiète pas, on n'a pas grand-chose. La dignité silencieuse avec laquelle Emily accepta la nouvelle fut plus dévastatrice qu'un accès de colère ne l'aurait été. Alors qu'elle s'éloignait, la tête haute, des larmes roulant enfin sur ses joues, Henry vit quelque chose qui le transperça. Le même regard que Sarah avait eu quand les médecins avaient déclaré qu'il n'y avait plus d'espoir. Le regard de quelqu'un qui avait appris trop tôt que la vie peut être cruelle,
que les rêves peuvent être brisés, que les gens que vous aimez peuvent disparaître. Et à cet instant, comme un éclair, Henri sut qu'il ne pouvait pas faire ça. Il ne pouvait pas être juste une personne de plus à abandonner Émilie et Noah, une déception de plus dans leur vie déjà remplie de pertes. « Émilie, attends !» cria-t-il en se levant brusquement. Elle s'arrêta, se retournant lentement comme si elle redoutait ce qu'il allait dire. « J'ai changé d'avis, » dit Henri en s'approchant d'elle et en s'agenouillant pour être à sa hauteur. « Vous n'irez nulle part. C'est votre maison maintenant, si vous le voulez. » Le visage d'Émilie changea progressivement, l'espoir luttant contre la méfiance. « Vraiment ? Tu ne nous renvoies pas ? » ?»« Vraiment, » confirma-t-il, éprouvant une certitude qu'il n'avait pas ressentie depuis longtemps. « Richard a tort. Vous êtes ma responsabilité désormais, parce que je choisis que vous le soyez. Et vous pouvez m'appeler Henri ou oncle ou ce que vous voulez, mais c'est votre place. » Émilie laissa échapper un sanglot discret, sans prévenir, se jeta dans les bras d'Henri, le serrant de toutes ses petites forces. Noah, ne voulant pas être exclu, les rejoignit dans l'étreinte, ses petites mains agrippées à la chemise d'Henri. À ce moment-là, sentant la chaleur de ses deux enfants que le destin avait conduit à sa porte, Henri sut qu'il avait pris la bonne décision. Pas la plus facile, pas la plus rationnelle selon les normes de l'entreprise, mais la seule que son cœur puisse accepter. Richard et les autres devraient s'adapter à cette nouvelle réalité. Car pour la première fois depuis des décennies, Henri Callaway faisait un choix non pas basé sur ce qui était pratique ou rentable, mais sur ce qui comptait vraiment. La salle d'audience du tribunal des affaires familiales était plus petite et plus accueillante qu'Henri ne l'aurait imaginé. Elle n'avait pas la solennité intimidante des salles d'audience dépeintes dans les films, avec du bois sombre et une atmosphère sévère. Les murs étaient peints d'un bleu doux, ornés de tableaux de paysages apaisants, et quelques plantes en pot trônaient dans les coins. Henri réajusta sa cravate pour la 3e fois en 5 minutes. À côté de lui, Émilie tripotait nerveusement l'ourlet de la nouvelle robe qu'ils avaient achetée spécialement pour l'occasion. Noah, assis sur les genoux de Madame Parker quelques rangs derrière, était insouciant face à la gravité de la situation et jouait avec une petite voiture. « Tout va bien se passer », murmura Henri à Émilie, essayant de la rassurer autant qu'il se rassurait lui-même. Elle acquiesça, les yeux rivés sur la porte par laquelle le juge allait entrer. « Et si elle dit non ? » ?»« Elle ne dira pas non, » répondit Henri avec une confiance qu'il ne ressentait pas entièrement. Son avocat l'avait assuré que tout était en ordre, tous les rapports étaient favorables et sa situation financière constituait un argument solide en sa faveur. Néanmoins, Henri ne pouvait se défaire de son angoisse. Quand la juge Coleman fit finalement son entrée, tout le monde se leva. C'était une femme d'âge moyen, au regard perçant mais au sourire bienveillant qui semblait sincère, et non une simple formalité. Après les procédures initiales, elle fixa directement Henri. « Monsieur Callaway, j'ai lu tous les rapports et je dois dire que je suis impressionné par les progrès des enfants sous votre garde. L'assistante sociale a tout particulièrement noté l'environnement chaleureux que vous leur offrez et le lien évident qui vous unit tous les trois. » Henri ressentit une légère vague de soulagement, même s'il savait que le verdict final n'était pas encore prononcé. La juge poursuivit cependant. « J'ai toutefois quelques questions à vous poser directement, si vous n'y voyez pas d'inconvénient. » « Bien sûr, votre honneur. » « Monsieur Callaway, vous avez une carrière exigeante, avec de longues heures de travail et des voyages fréquents. Comment envisagez-vous de concilier cela avec vos responsabilités parentales ? » Henri avait répété cette réponse avec son avocat, mais sur le moment, il choisit l'honnêteté plutôt que le discours préparé. « J'ai déjà effectué des changements importants, votre honneur. J'ai réduit mes déplacements professionnels au strict minimum, délégué certaines responsabilités que je m'obstinais autrefois à garder pour moi et réorganisé mon emploi du temps pour être présent à des moments clés. Pour être franc, ces enfants ont changé ma vie bien plus que je ne l'aurais imaginé, et chaque ajustement que j'ai fait ne m'a apporté que plus de clarté sur ce qui compte vraiment. » La juge hocha la tête, apparemment satisfaite de sa réponse. Puis, à la surprise générale, elle s'adressa directement à Émilie. « Émilie, est-ce que tu te sens en sécurité et heureuse dans la maison de Monsieur Callaway ?» La fillette se redressa comme elle le faisait quand elle voulait paraître plus adulte. « Oui, madame. C'est le premier endroit, depuis que nos parents sont morts, qui ressemble vraiment à un foyer. Et est-ce que Monsieur Callaway s'occupe bien de toi et de ton frère ?» Un petit sourire apparut sur le visage d'Émilie. « Il fait de son mieux. Parfois, il ne sait pas comment faire des trucs simples, comme coiffer Noah ou choisir quelles histoires sont adaptées à mon âge, mais il apprend vite. » Sa réponse franche provoqua des sourires discrets dans toute la salle, y compris chez la juge.
Et tu veux rester avec lui, devenir officiellement un membre de sa famille? Plus que tout au monde, déclara Émilie, la voix ferme malgré l'émotion évidente. Il est déjà notre famille. Il ne manque plus que les papiers pour le prouver. La juge observa Émilie un instant, puis consulta les documents devant elle. Le silence dans la pièce était presque palpable tandis que chacun retenait son souffle. Au vu de tous les rapports, témoignages et du bien-être manifeste des enfants, reprit finalement la juge, je décide d'accorder la tutelle permanente d'Émilie et Noah Pearson à M. Henry Callaway, l'adoption complète devant être finalisée dans 6 mois, selon les procédures probatoires habituelles. Elle fit teinter son maillet légèrement. Félicitations à la nouvelle famille Callaway. Émilie bondit de sa chaise avec un cri de joie et se jeta dans les bras d'Henry, le serrant fort. Il la serra en retour, tellement ému qu'il avait du mal à respirer. Madame Parker s'approcha avec Noah qui, emporté par l'enthousiasme ambiant, applaudit en riant, bien qu'il ne comprenne pas entièrement la situation. Dehors, sur les marches du tribunal, sous un doux soleil automnal, Henry se permit un instant pour assimiler ce qui venait d'arriver. Tandis qu'Émilie montrait fièrement les papiers de la tutelle à Wilson, resté près de la voiture, Henry éprouva un mélange étrange de paix et d'exaltation. C'était un nouveau chapitre, un véritable commencement. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Demanda Émilie en montant dans la voiture. Henry sourit. Maintenant, on rentre à la maison. Notre maison. Les semaines suivantes passèrent dans un tourbillon d'activités. Le manoir Callaway, déjà transformé par la présence des enfants, subit encore plus de changements profonds. L'une des chambres d'amis devint une salle de jeu et d'études pour Émilie. Le jardin s'agrémenta d'une petite aire de jeu, construite sous la supervision enthousiaste d'Émilie, qui insistait pour donner son avis sur chaque détail. L'emploi du temps d'Henry s'adapta également à cette nouvelle réalité. Il réduisit ses heures de présence au bureau et travailla à distance autant que possible. Les réunions qui se prolongeaient autrefois tard dans la nuit furent reprogrammées à des horaires plus raisonnables. Ses priorités avaient radicalement changé. À sa propre surprise, son ancienne routine frénétique ne lui manquait pas du tout. Monsieur Yamamoto a rappelé au sujet de la propriété à Tokyo, l'informa un matin Wilson, alors qu'Henry prenait le petit déjeuner avec les enfants. « Dites-lui qu'on maintient notre offre initiale », répondit Henry en aidant Noah avec ses pancakes. « S'il ne l'accepte pas d'ici la fin de la semaine, on se retire. Et repousser la vidéoconférence avec Londres à demain, j'ai promis à Émilie de l'emmener voir cette exposition de dinosaures cet après-midi. » Wilson acquiesça, dissimulant un léger sourire. Le nouveau Henry Callaway, qui privilégiait une exposition de dinosaures à une importante réunion d'affaires, surprenait encore tout le monde. « Notre maison est tellement grande », fit remarquer Émilie un soir, alors qu'Henry l'abordait. « Pourquoi tu vivais tout seul ici avant qu'on arrive ?» La question prit Henry au dépourvu. « Je crois que je n'y avais jamais vraiment réfléchi. J'ai acheté cet endroit quand mon entreprise a commencé à bien marcher. Ça me semblait être la maison qu'un homme de ma position devait avoir. Mais c'était très calme, non ? Et vide. » Henry réfléchit un instant. « Oui, c'est vrai. Mais je ne m'en suis rendu compte qu'après votre arrivée. » Émilie eut un sourire ensommeillé. « Alors on s'est trouvé au bon moment. Toi, tu avais besoin de bruit, et nous, on avait besoin de paix. Maintenant, on a les deux. » La simplicité de la sagesse de cet enfant ne cessait de l'étonner. « Tu as raison, comme toujours. Maintenant, dors bien. On a une grande journée demain. » La « grande journée » à laquelle Henry faisait allusion était une réception qu'il avait organisée pour présenter officiellement sa nouvelle famille. Rien de trop extravagant, avait-il assuré à Émilie, qui était nerveuse à l'idée de rencontrer autant de nouvelles personnes. Juste quelques amis proches et des associés importants à mes yeux pour partager ce moment de ma vie. À sa grande surprise, Richard Matthews fut parmi les premiers invités à arriver. « Je n'étais pas sûr que tu viendrais, » dit Henry en se servant à boire. Richard haussa les épaules, l'air légèrement mal à l'aise. « Eh bien, j'ai réalisé que j'avais peut-être jugé trop vite. Les enfants ont l'air heureux, et toi aussi, je dois l'admettre. » C'était sans doute le plus proche d'une excuse que Richard puisse formuler, et Henry l'accepta d'un signe de tête. La réception se déroula sans accroc. Émilie charma les invités par son intelligence, et Noah gagna leur sourire avec ses pitreries. Les voir évoluer aussi aisément parmi les convives, alors que ce milieu leur aurait été totalement étranger quelques mois plus tôt, emplit Henry de fierté et de reconnaissance. Pourtant, c'est le lendemain de la fête que la vie lui rappela son imprévisibilité. « Nous allons devoir effectuer quelques examens supplémentaires pour confirmer, »
déclara le docteur Peterson en passant en revue les résultats du bilan de santé de routine d'Henry fait la semaine précédente. Mais ses premiers marqueurs indiquent une possible maladie cardiaque sérieuse. Henry eut l'impression que le sol s'ouvrait sous ses pieds. À quel point est-ce sérieux? Le médecin ajusta ses lunettes, choisissant ses mots avec soin. Je ne veux pas vous alarmer avant d'avoir un diagnostic complet. Mais si c'est ce que je soupçonne, nous parlons d'une pathologie qui exigera des changements majeurs dans votre mode de vie, peut-être un traitement médicamenteux régulier, selon l'évolution, des interventions chirurgicales à l'avenir. Est-ce que je suis en train de mourir, docteur? La question lui avait échappé, plus directe qu'il ne l'aurait souhaité, mais Henry avait besoin de savoir. Pas immédiatement, non, répondit fermement le médecin. Avec des soins appropriés, de nombreuses personnes dans le même cas vivent pendant des décennies une vie productive et épanouie. Mais je ne peux pas nier la gravité de la situation, monsieur Callaway. Le stress, les longues heures de travail, la mauvaise alimentation, tout ça devra changer. Henry acquiesça machinalement, prit rendez-vous pour les examens complémentaires et quitta le cabinet en état de choc. Dans la voiture, au lieu de se rendre au bureau comme prévu, il demanda au chauffeur de le conduire dans un parc à proximité. Assis sur un banc, il observa des enfants jouer sous l'œil attentif de leurs parents et nounous, et ressentit une peur d'un genre qu'il n'avait jamais connu auparavant. Ce n'était pas seulement la crainte de la mort, même si elle était bien présente. C'était la peur de ne pas être là pour voir Emily grandir, pour aider Noah à devenir un homme, pour être le père qu'il leur avait promis d'être. L'ironie ne lui échappait pas. Pendant des années, il avait évité tout attachement émotionnel, convaincu que s'attacher ne menait qu'à la souffrance. Maintenant qu'il avait enfin ouvert son cœur à l'amour, la vie lui réservait ce nouveau défi. Ce soir-là, après avoir couché les enfants, Henry se retira dans son bureau et fit quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis bien longtemps, il pleura. Non pas des larmes de pitié pour lui-même, mais de frustration et de détermination. Il ne laisserait pas cette maladie, cette menace, lui enlever la seconde chance que la vie lui avait donnée. Le lendemain matin, avec une nouvelle clarté, Henry se mit en action. D'abord, il rencontra son avocat pour actualiser son testament et créer un fonds fiduciaire pour les enfants. Ensuite, il passa en revue en détail ses opérations commerciales pour identifier ce qui pouvait être délégué ou restructuré. « J'ai besoin que tu supervises directement les opérations en Asie, » dit-il à Jonathan, son vice-président le plus expérimenté. « Et je veux que Terry prenne la tête de l'expansion en Europe à ma place. » Jonathan, qui travaillait avec Henry depuis presque 10 ans, ne cacha pas sa surprise. C'est inattendu. Y a-t-il une raison particulière à ce remaniement? Plusieurs, répondit Henry de manière évasive. Principalement une réévaluation des priorités. Ma famille a besoin de moi davantage ici. Ce n'était pas un mensonge, juste une version partielle de la vérité. Henry décida de ne donner de détails sur son diagnostic qu'une fois qu'il aurait tous les faits et un plan de traitement. Il ne voulait pas causer d'inquiétudes inutiles, surtout pas aux enfants. Dans les jours qui suivirent, en attendant les résultats plus poussés, Henry se concentra non seulement sur son traitement médical mais aussi sur la planification à long terme pour sa famille et son entreprise. Emily, l'appela-t-il un après-midi, alors qu'elle faisait ses devoirs dans la bibliothèque. « As-tu déjà pensé à ce que tu voudrais faire plus tard ?» Elle leva les yeux de son cahier, surprise par la question. « Je ne sais pas encore. Peut-être médecin, comme la maman de Noah, ou avocate, ou peut-être me lancer dans les affaires, comme toi. » Henry sourit. « Tu serais excellente dans n'importe lequel de ces domaines. Tu sais que j'ai commencé à m'intéresser aux affaires grâce à ton grand-père, j'étais à peine plus âgé que toi. » Vraiment? C'était amusant? Pas toujours, admit-il, mais c'était fascinant de voir comment nos décisions peuvent construire quelque chose de durable, qui aide beaucoup de gens. Dans les jours suivants, Henry commença à impliquer Emily dans des discussions simplifiées sur son entreprise, comme un jeu éducatif. Il lui expliquait des concepts économiques de base avec des exemples du quotidien, abordait des dilemmes éthiques en adaptant des histoires réelles qu'il avait vécues. À sa grande surprise et pour son plus grand plaisir, Emily absorbait tout avec enthousiasme, posant des questions qui montraient non seulement son intelligence mais aussi un sens inné de la justice et de la responsabilité. « Si tu fermes l'usine pour économiser de l'argent, qu'est-ce qui arrive aux gens qui y travaillent ?» demanda-t-elle un jour, après qu'Henry lui eut décrit un scénario hypothétique de restructuration. « Ils perdraient probablement leur emploi, répondit-il honnêtement. Emily fronça les sourcils. « Et est-ce que ce serait juste? Ils n'ont rien fait de mal. » On ne peut pas toujours prendre des décisions basées uniquement sur ce qui est juste pour les individus, expliqua Henry.
Parfois, il faut penser au bien supérieur. Mais même en prononçant ces mots, Henri réalisa à quel point il sonnait creux. Combien de fois avait-il utilisé le bien supérieur pour justifier des décisions qui, en réalité, favorisaient le profit au détriment des gens? Émilie, avec sa perspective à la fois simple et profonde, lui faisait remettre en question des principes qu'il avait considérés comme des vérités absolues pendant toute sa carrière. Quand le diagnostic complet arriva, il confirma une grave pathologie cardiaque, sérieuse mais gérable, nécessitant un traitement médicamenteux continu, des examens réguliers, surtout, une réduction drastique du stress. Henri avait déjà amorcé sa transformation, non seulement dans sa vie personnelle, mais aussi dans sa vision des affaires. « Je veux mettre en place un plan de retraite pour les employés de toute usine que nous acquérons », annonça-t-il lors d'une réunion du conseil d'administration, stupéfiant tout le monde. Et un fonds d'éducation pour les enfants des employés, à chaque niveau de l'entreprise. Cela aura un impact significatif sur les bénéfices du prochain trimestre, l'avertit le directeur financier. Mais un impact positif sur la loyauté, la productivité et notre réputation à long terme, rétorqua Henri. Et puis, c'est le genre d'entreprise que je veux laisser en héritage. Ce mot, héritage, avait pris un nouveau sens pour lui. Il ne s'agissait plus de bâtiments portant son nom ou de fortunes accumulées, mais de l'impact qu'il laissait dans le monde, des valeurs qu'il transmettait à Émilie et Noah, de l'exemple qu'il leur donnait. À la maison, les changements se poursuivirent. Henri engagea un chef spécialisé dans les repas sains, se mit à nager avec les enfants pour faire de l'exercice, et instaura des horaires réguliers pour le travail et les loisirs. Le manoir, jadis dominé par ses obsessions professionnelles, laissait désormais place aux jeux de société le soir, aux séances de lecture communes et aux week-ends passés à explorer des parcs ou des musées inconnus des enfants. « Tu sembles différent », remarqua Émilie un soir alors qu'Henri l'aidait pour un projet de science. « Différent comment ?»« Plus léger », répondit-elle en cherchant le mot juste. « Comme si tu avais laissé tomber quelque chose de lourd. » Henri réfléchit à son commentaire perspicace. C'était vrai. Malgré le diagnostic inquiétant, il se sentait plus léger. La peur était toujours là, la préoccupation pour l'avenir aussi, mais il y avait une nouvelle clarté, une appréciation plus profonde du présent. Je crois que je me suis rendu compte que je portais des choses dont je n'avais pas besoin, finit-il par dire. Et que ce qui compte vraiment se trouve ici. Cette nuit-là, allongé dans son lit, Henri repensa au chemin extraordinaire parcouru ces derniers mois. Il était passé d'un homme solitaire, obsédé par son travail et isolé par son deuil, à un père, un mentor, quelqu'un qui redécouvrait la signification de la famille et du lien humain. L'avenir restait incertain. Sa maladie cardiaque planait comme un nuage à l'horizon. Mais pour la première fois depuis des décennies, Henri n'avait pas peur de demain, parce qu'il avait enfin quelque chose qui valait la peine d'être vécu, au-delà des contrats et des acquisitions. Il avait Émilie et Noah, une seconde chance, un but plus grand que lui-même. Son manoir, autrefois froid et silencieux comme un mausolée dédié à des ambitions vides, résonnait désormais de rires, de musique, de petites disputes pour décider du film à regarder, et du bruit de petits pieds courant dans les couloirs. C'était un foyer, et Henri était enfin chez lui. 7 ans s'étaient écoulés depuis cette nuit d'orage où 2 enfants étaient apparus à la porte du manoir Callaway. Émilie avait fêté ses 16 ans le mois précédent. Ce n'était plus la petite fille apeurée qu'Henri avait connue, mais une adolescente sûre d'elle, avec ce même regard déterminé, désormais affiné par les connaissances et l'expérience. Noah, à 9 ans, débordait d'énergie et de curiosité, avec un talent impressionnant pour les mathématiques et les sciences. Il n'avait presque aucun souvenir d'avant le manoir Callaway, mais avait grandi en entendant l'histoire de son arrivée, blotti dans les bras de sa sœur un soir d'orage. Henri les regardait tous deux avec fierté. Ses cheveux étaient presque entièrement gris maintenant, et les rides sur son visage s'étaient creusées. Sa condition cardiaque, bien que sous contrôle, avait laissé son empreinte. Il se déplaçait plus lentement, mais ses yeux brillaient d'une lucidité qui manquait à l'exécutif frénétique qu'il avait été. Ce samedi matin, Henri entra dans son bureau et trouva Émilie déjà installée à son ordinateur, en train d'analyser des feuilles de calcul. « Tu travailles déjà si tôt ?» demanda-t-il en se versant un café. Émilie leva la tête et sourit. « Je regarde simplement les rapports de la division asiatique. Je crois avoir trouvé des incohérences dans les chiffres du 3e trimestre. » Henri arqua un sourcil. « Quel genre d'incohérence ?» Émilie tourna l'écran pour qu'il voie mieux. « Regarde ici. Les dépenses d'exploitation ont augmenté de presque 20% par rapport à la même période l'an dernier, sans raison claire. Et quand je recoupe avec les données de production, les marges sont encore plus étranges.
Henri examina les chiffres, impressionné non seulement par son œil acéré, mais aussi par la profondeur de son analyse. « Tu as tout à fait raison », approuva-t-il. « Je vais demander un audit détaillé dès lundi matin. » Émilie acquiesça et reprit sa saisie. « J'ai aussi réfléchi au projet d'expansion en Amérique du Sud. J'ai lu l'existence d'une association locale qui propose une formation technique aux jeunes défavorisés. On pourrait s'associer à eux pour former une main-d'œuvre qualifiée, tout en ayant un impact positif sur la région. » Henri l'observa, remarquant avec quelle facilité elle intégrait des considérations sociales dans les décisions économiques, ce qu'il lui avait fallu des décennies pour commencer à faire. « C'est une idée brillante, Émilie. Pourquoi ne pas préparer une présentation pour la prochaine réunion du conseil? Tu pourrais diriger ce projet. » Le visage d'Émilie s'illumina. « Vraiment? Tu me laisserais présenter? » « Je ne te laisserai pas, je l'exige, » la corrigea Henri en souriant. « Émilie, je pense qu'il est temps de formaliser ta participation dans l'entreprise. » « Qu'est-ce que tu veux dire? » « Je songe à créer un poste pour toi, quelque chose comme directrice de l'innovation sociale, à temps partiel, pour ne pas empiéter sur tes études, mais qui te donnerait une visibilité officielle au sein de l'entreprise. » Émilie réfléchit un instant. « Mais certains directeurs diront sûrement que c'est du favoritisme, que je suis là uniquement parce que je suis ta fille. » Henri sourit. « Certains le penseront au début. Mais ton travail parlera de lui-même. Et puis, dans une entreprise familiale, il n'est pas rare que la nouvelle génération s'implique tôt. » « La nouvelle génération ?» répéta Émilie, pensive. « Tu veux que je dirige l'entreprise un jour? » « Je veux que tu en aies la possibilité, » répondit-il honnêtement. « Si c'est ce que tu choisis, oui. Je te prépare à prendre, un jour, la tête du groupe Callaway. Mais si tu décides autre chose, je respecterai ton choix. » Au fil des semaines, Henri officialisa la création d'un nouveau département dans l'entreprise, dédié à l'innovation sociale et au développement durable, sous la direction d'Émilie et sous sa supervision directe. La réaction du conseil fut mitigée. Certains cadres de longue date exprimèrent leur inquiétude quant à la jeunesse et à l'inexpérience d'Émilie. D'autres accueillirent favorablement l'idée d'une modernisation. La première initiative officielle d'Émilie fut un partenariat avec des associations en Amérique du Sud pour former des jeunes en situation de précarité. Sa présentation devant le conseil fut impeccable, données précises, projections réalistes et analyse détaillée des risques et avantages. Ce programme ne va pas seulement nous fournir une main-d'œuvre qualifiée pour nos opérations locales, expliqua-t-elle. Il va également transformer notre relation avec les communautés où nous nous implantons. Nous passerons du statut de simple exploitant de ressources à celui de partenaire pour le développement régional. Le projet fut approuvé à l'unanimité, impressionnant même les plus sceptiques. Au fil des 4 années suivantes, la participation d'Émilie dans l'entreprise ne cessa de croître, à mesure qu'elle jonglait avec ses études. Elle obtint son diplôme universitaire avec mention et assuma officiellement le rôle de vice-présidente de la stratégie et du développement durable. Son programme de formation initiale en Amérique du Sud eut un tel succès qu'il servit de modèle pour d'autres initiatives similaires dans d'autres régions. Sous sa direction, le département d'innovation sociale cessa d'être perçu comme une simple responsabilité sociétale, pour devenir un pilier stratégique de l'entreprise. De son côté, Noah s'épanouissait sur une voie différente. Son intérêt pour les sciences se transforma en passion pour la technologie environnementale. À 15 ans, il développa un projet de filtration d'eau à bas coût pour les communautés dépourvues d'infrastructures sanitaires, recevant une reconnaissance internationale. Lorsqu'Émilie eut 25 ans, elle jouissait déjà d'une certaine notoriété dans le monde des affaires, reconnue non seulement comme la fille d'Henri Callaway, mais aussi comme une dirigeante talentueuse en son propre nom. C'est à cette époque, alors qu'Henri approchait les 70 ans, qu'il commença à envisager sérieusement la retraite. Sa maladie cardiaque, bien que contrôlée, lui rappelait en permanence sa fragilité. Mais surtout, il se sentait pleinement accompli par ce qu'il avait bâti, non seulement en termes d'empire financier, mais surtout dans sa famille. Un matin de printemps, il convoqua Émilie dans son bureau. « Je pense démissionner de mon poste de président », annonça-t-il. Émilie leva les yeux, étonnée. « Pourquoi? Ton cœur va moins bien? » « Non, il est stable. Mais je crois que le moment est venu. L'entreprise est à son apogée, c'est donc le timing idéal pour une transition. »« Et qui envisages-tu pour te remplacer ?» demanda-t-elle, même si elle connaissait probablement déjà la réponse. Henri sourit. « Toi, bien sûr. Qui d'autre? » « Henri, je suis très jeune pour diriger un groupe aussi important. Les actionnaires? »
Les actionnaires sont très satisfaits des résultats de tes initiatives, dit-il doucement. Tu as le savoir, le talent, et surtout, la vision pour emmener la société plus loin. Si j'accepte, est-ce que j'aurai la liberté de faire des changements majeurs, même s'ils suscitent une résistance au début? Une liberté totale, assura Henry. Je peux garder un siège au conseil si tu veux un filet de sécurité, mais ce sera toi qui fixeras la direction. Émilie s'arrêta devant le portrait de Sarah, qui avait désormais une place d'honneur sur le mur du bureau. J'accepte, dit-elle enfin, mais à une condition. Laquelle? Je veux créer une fondation au nom de ta sœur, la fondation Sarah Callaway pour la protection de l'enfance. Elle aidera les enfants qui se retrouvent dans des situations semblables à ce que Noah et moi avons vécu. Henry sentit sa gorge se serrer. Je pense qu'elle aurait adoré ça. L'annonce officielle eut lieu lors d'une réunion extraordinaire du Conseil, et, comme on pouvait s'y attendre, elle fit du bruit. La plupart des médias économiques soulignèrent la jeunesse d'Émilie et mirent en doute la pertinence de cette décision. Certains analystes prédirent une baisse du cours de l'action. La cérémonie de transition fut organisée pour le 50e anniversaire du groupe, un grand événement où se pressaient leaders économiques, politiques et personnalités influentes. La veille de la cérémonie, Henry trouva Émilie seule dans la bibliothèque, en train de relire son discours. Nerveuse, demanda-t-il. Un peu, avoua-t-elle. Pas vraiment pour la cérémonie, mais pour la responsabilité qui m'attend. Je ne veux pas te décevoir, Henry. Il posa sa main sur la sienne. Émilie, tu ne m'as jamais déçue. Depuis l'instant où tu as frappé à ma porte cette nuit d'orage, tu n'as fait que me rendre fière. Elle sourit, les yeux brillants de larmes contenues. Parfois, je me demande encore ce qui se serait passé si tu avais fermé la porte. Si tu avais fait ce que la plupart des gens auraient fait. Je me pose la même question, répondit Henry doucement. Et je remercie le destin chaque jour de ne pas l'avoir fait. Le grand jour se leva sous un soleil radieux. L'auditorium principal du siège du groupe Callaway était bondé de journalistes, prêts à immortaliser ce moment historique. Henry monta sur scène le premier pour son discours d'adieu. Il parla brièvement du parcours de l'entreprise, remercia partenaires et employés, puis aborda l'essentiel. Beaucoup m'ont demandé pourquoi j'ai choisi Émilie comme successeur. Certains doutent à cause de son jeune âge, d'autres y voient du favoritisme familial. La vérité est plus simple et plus profonde à la fois. J'ai choisi Émilie parce qu'elle incarne le meilleur de ce que cette entreprise peut être. Pas seulement une machine à profit, mais une force de changement positif dans le monde. Il s'arrêta un instant, regardant Noah au premier rang, qui avait maintenant 18 ans et lui souriait avec encouragement. Alors que je me retire, la fortune du groupe Callaway est plus grande que jamais. Mais j'ai découvert au fil des ans que ma véritable richesse n'a jamais figuré dans les bilans financiers ou les propriétés accumulées. Elle se trouve dans la famille que j'ai bâtie, dans les vies que j'ai touchées, et dans les moments partagés qu'aucune somme d'argent ne peut acheter. Émilie monta alors sur scène sous un tonnerre d'applaudissements. Elle semblait assurée, vêtue d'un tailleur bleu marine, ses cheveux bruns tirés en arrière avec simplicité mais élégance. Elle enlaça longuement Henry avant de prendre le micro. Son discours fut concis et percutant. Elle présenta sa vision pour l'avenir, alliant croissance économique et impact social, stratégies innovantes et valeurs humaines essentielles. Elle parla de la nouvelle fondation Sarah Callaway, qui serait lancée simultanément sur 3 continents pour venir en aide aux enfants en situation de vulnérabilité. Puis elle aborda l'aspect personnel. La plupart d'entre vous l'ignorent, mais mon histoire avec le groupe Callaway a commencé de façon peu commune, dit-elle, la voix tremblante d'émotion. Un soir d'orage, mon frère et moi avons frappé à la porte de Monsieur Callaway. 2 orphelins désespérés, à la recherche d'un moyen de survivre. Un murmure parcourut l'assemblée. Cette partie de l'histoire familiale n'était connue que d'un cercle restreint. Henry aurait pu faire ce que beaucoup auraient fait, nous donner un peu d'argent et refermer la porte. Mais il nous a offert un foyer. Plus encore, il m'a offert un avenir. Il m'a enseigné non seulement le monde des affaires, mais aussi la responsabilité, la compassion et le pouvoir que nous avons d'apporter une différence dans la vie des gens. Elle posa le regard sur Henry, qui ressentit un mélange de fierté et d'émotion profonde. Aujourd'hui, alors que j'accepte ce poste, je prends un engagement. Le groupe Callaway sera plus qu'une entreprise prospère. Il sera un exemple de la façon dont les affaires peuvent et doivent être un levier de transformation sociale, parce que j'ai appris d'Henry qu'on ne mesure pas la valeur d'une personne ou d'une société à ce qu'elle accumule, mais à ce qu'elle partage.
Les applaudissements furent assourdissants tandis qu'Henri rejoignait Émilie sur scène pour la photo officielle marquant la passation de pouvoir. Le moment où il lui remit symboliquement les clés de l'entreprise fut immortalisé par des dizaines de caméras et orna la une des journaux le lendemain. Après la cérémonie officielle, une réception élégante fut donnée dans les jardins du siège social. Fatigué des mondanités, Henri chercha un coin tranquille pour observer Émilie discuter avec les invités de marque. Noah le trouva là, tenant 2 verres de jus. Émilie s'en sort très bien, commenta le jeune homme. Oui, elle a toujours su tenir une assemblée dans sa main, répondit Henri avec un sourire. Et toi, comment tu te sens avec tout ce changement? Noah haussa les épaules. C'est étrange, mais dans le bon sens. Émilie est née pour ça, et toi tu mérites de te reposer. Henri eut un léger rire. Me reposer? Je ne suis pas sûr de savoir comment faire. Plus tard, quand la plupart des invités furent partis, Henri se promena seul dans le jardin du manoir. Les marguerites qu'Émilie avait plantées le premier jour s'étaient multipliées, occupant maintenant de vastes parterres, résistantes et éclatantes, à l'image de la jeune femme qui les avait choisies. Te voilà, dit la voix d'Émilie. Elle avait ôté ses talons hauts et marchait pieds nus sur l'herbe, comme elle le faisait étant enfant. Je prenais juste un peu l'air, répondit Henri. Sacrée cérémonie. C'était parfait, répliqua-t-elle en s'arrêtant à ses côtés. Noah les rejoignit alors, tenant une petite boîte. On a failli oublier de te donner ça, dit-il, en tendant l'objet à Henri. À l'intérieur, il y avait une plaque en argent sur laquelle on pouvait lire « Pour Henri Callaway, qui n'a jamais fermé la porte. Avec tout notre amour, Émilie et Noah. » Henri sentit ses yeux s'embuer. Émilie s'approcha et le serra dans ses bras. « Merci de ne jamais avoir fermé cette porte, » murmura-t-elle à son oreille. Henri ressentit un pincement au cœur, différent des alertes que lui donnait parfois sa maladie. Celui-ci était le pincement d'une plénitude totale, d'une gratitude profonde pour le chemin parcouru. La petite fille trempée qui avait un jour frappé à sa porte, serrant contre elle un vieux chiffon et protégeant un bébé, était devenue une jeune femme forte et prête à diriger un empire. Le bébé tremblant était maintenant un jeune homme brillant, promis à un avenir sans limite. Et lui, qui avait autrefois cru que sa vie se limitait aux contrats, aux acquisitions et aux états financiers, avait découvert que la vraie richesse ne se trouve pas dans les affaires, mais dans l'amour et le lien humain qu'il avait trouvé quand il s'y attendait le moins. « Je pense que c'est plutôt moi qui devrais vous remercier », dit Henri en serrant contre lui les 2 jeunes qui étaient devenus le centre de son univers. « Vous m'avez donné bien plus que je ne pourrais jamais rendre. » Alors qu'il contemplait le coucher du soleil sur le jardin, avec Émilie et Noah à ses côtés, Henri ressentit une paix qu'il avait cherchée toute sa vie sans le savoir. Le cercle était bouclé, son héritage assuré, et le chemin, bien que différent de tout ce qu'il avait imaginé, s'était révélé infiniment plus riche et plus beau que ses rêves les plus ambitieux. Cette nuit d'orage avait apporté bien plus que 2 enfants démunis à sa porte. Elle lui avait apporté une seconde chance, un chemin vers la rédemption, et la plus précieuse leçon qu'Henri Callaway retiendrait jamais. La véritable réussite ne se mesure pas à ce qu'on gagne, mais à ce qu'on partage. Pas à ce qu'on accumule, mais à ce qu'on donne. Pas aux murs qu'on érige, mais aux portes qu'on laisse ouvertes.